bonsoir, monsieur. Bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue à votre programme du soir Tout au clair sur la télévision du monde. C'est votre programme qui vous permet ainsi de pouvoir décrypter pleinement une actualité et ce lundi au regard de ce qui se vit dans les collectivités territoriales décentralisées. Nous avons fait le choix de nous pencher à l'élection du maire à la commune de Banganté. C'est un exemple parmi tant d'autres. On le sait, depuis le décès du maire de la commune de Banganté, le docteur Jonas Kwamo, cette collectivité territoriale décentralisée est sans patron de son exécutif municipal. Seulement, la loi prévoit le remplacement de ce dernier. Une première session de plein droit s'est tenue dans cette collectivité territoriale décentralisée, mais malheureusement, on n'a pas pu aider le maire. Une deuxième session a été convoquée. Elle était toujours présidée par le préfet du département d'Undé, le docteur Ernest Ewango Boudou. Et lors de ces travaux également, pas de chance pour l'élection du maire. Tout d'abord, les candidats annoncés, l'un d'eux a dû désister. Une nouvelle candidature a été enregistrée. Que se passe-t-il véritablement pour l'élection du maire à Banganté? La question est au cœur du débat ce soir. Elle taraude d'ailleurs les esprits à travers le triangle national. On ne comprend toujours pas pourquoi cette collectivité territoriale décentralisée est sans le patron de son exécutif. Pourtant, les textes sont suffisamment clairs sur la question. Et avec nos invités ce soir, mesdames et messieurs, nous reviendrons principalement sur cette décentralisation qui a été pensée au plus haut sommet pour ainsi amorcer une autre façon de gouverner sur le plan local, mais pourtant, qu'est-ce qui coince à Banganté? C'est la question qui nous accompagne ce soir autour de l'élection du maire de cette collectivité territoriale décentralisée. D'ailleurs, je voulais préciser que nous menons cette édition de Tout au clair de ce lundi, tout en vous annonçant également le décès de notre patron d'exécutif municipal. C'est notamment le maire de la commune de Bamenjou, notamment René Kamdoum, qui également a tiré sa revanche. On va certainement se retrouver dans les méandres de son remplacement dans les tout prochains jours, mais on espère que dans le département des Hauts-Plateaux, dans l'ouest du Cameroun, on ne vivra pas ce qui se passe actuellement à Banganté, dans le département du Ndé, toujours dans la région de l'ouest du Cameroun. D'ailleurs, à raison de cette problématique, nous ferons avec nos invités, et bien évidemment avec vous à la maison, mesdames, messieurs, le tour de cette problématique. Je rappelle que l'émission se veut être interactive, 6 96 14 03 12 6 96 14 03 12, ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle, mesdames, messieurs, et nous ferons le débat avec vous ce soir encore dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du monde. Une fois de plus, mesdames, messieurs, merci de votre extrême fidélité. Merci à la diaspora qui continue de nous envoyer des messages d'encouragement et des messages de sollicitude. Bienvenue une fois de plus à Tout au clair sur la télévision du monde. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci d'être au rendez-vous du débat sur la télévision du monde. C'est le talk show, votre rendez-vous qui vous permet, mesdames, messieurs, d'être en phase avec l'actualité. Et ce lundi, nous parlerons de la décentralisation. Et au cœur de cette décentralisation, l'élection d'un maire dans une collectivité territoriale décentralisée, le cas principalement de Banganté. Pourquoi ça coince dans cette municipalité? La question est donc au cœur du débat ce soir dans le cadre de ce programme Tout au clair sur la télévision du monde. Et parmi nos invités de ce lundi soir, il est à la fois sociologue universitaire et ce soir, nous retiendrons davantage la casquette d'acteur politique puisque nous vient du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale, le PCRN, le docteur Aristide Bitoga, c'est son nom. Docteur Bitoga, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutomé. C'est un énorme plaisir de répondre présent à l'invitation que vous m'avez faite en tant que cadre du PCRN pour participer à ce programme que je sais très couru de plus en plus de par
la qualité des thématiques abordées et la qualité de vos panélistes qui ne cessent de faire rayonner cette émission qui est devenue pour beaucoup un moment d'apprentissage et d'éducation à la citoyenneté et à la chose politique. Merci à vous, Dr Bitoga. Je rappelle également que vous êtes un fils du département de l'Océan, c'est dans la région du sud du Cameroun. Bonne fête du Maï, même si c'est avec un jour de retard. Mais tout de même, il faut savoir valoriser la culture. Mais avant de passer aux autres invités, Dr Bitoga, il y a une actualité qui a défrayé la chronique depuis le début du week-end. C'est notamment ce SMS qui fait état de ce que des personnes auraient été enlevées ou sont enlevées dans la capitale économique du Cameroun, Douala, principalement au rond-point d'Eido. Le message a été véhiculé de téléphone en téléphone à travers les réseaux sociaux, WhatsApp et Messenger. Ce message a malheureusement obligé le gouverneur de la région littorale à opérer une sortie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser qu'un tel message peut créer panique et même peur dans la ville de Douala? Peut-être avant de répondre à votre question, donnez-moi juste une seconde de faire une fine fleur au mien du côté de Kribi en rapport avec cette fête du Maï, qu'il faut-il le rappeler. Maï, c'est le mois de mai en Batanga. Donc, c'est rien de compliqué de ce côté-là, mais elle renvoie d'un point de vue historique au retour des populations Batanga qui avaient été déportées par les Allemands après la défaite des Allemands à la Première Guerre mondiale. Vous vous souvenez que le chef Madola et ceux qui combattaient contre les Allemands avaient été considérés comme des traîtres. Et donc, lorsque la guerre consacre la victoire des Alliés sur l'Allemagne, il y avait eu un grand mouvement de déportation de nos ancêtres du côté de Limbe. Et donc, on a eu deux vagues. Il y a eu la vague du 14 février, qu'on appelle Février, mais qui n'est pas aussi célébrée en grande pompe que celle du 9 mai. Parce qu'elle allait comprendre, celle du 9 mai a reçu, c'est-à-dire le retentissement qui est le sien, parce que à l'époque, la fête était portée par le général Benaye, qui avait donné une forte coloration et une emprise à cet événement, parce que comme vous êtes à Kribi, le 9 mai, j'ai envie de dire, c'est pratiquement un férié local. C'est-à-dire, la ville est mobilisée autour de l'événement et c'est vraiment des moments festifs. Sauf que j'ai discuté avec certains aînés autour de cette fête-là et j'étais un peu déçu de savoir qu'elle n'a que gardé cette dimension folklorique, alimentaire et ludique. Or, aujourd'hui, on sait pertinemment que le maïs s'inscrit dans le patrimoine culturel à la fois matériel et immatériel du peuple Batanga. Et donc, on connaît les enjeux aussi bien anthropologiques, sociologiques, économiques que draine le patrimoine, parce qu'il faut faire le lien entre le patrimoine et le tourisme. Cette fête devrait être une fenêtre d'opportunité pour la mairie de ville et les deux communes, c'est-à-dire Kribi 1 et Kribi 2, pour qu'à la faveur de cette célébration qui prend généralement une semaine, qu'on puisse développer à la fois des activités, j'ai envie de dire, intellectuelles, des activités scientifiques qui donnent une certaine coloration à cet événement. Mais on n'en est pas encore là parce que, comme disait le philosophe, je mange, je bois, donc je suis. Et donc aujourd'hui, le challenge est que mes frères Batanga, qu'on puisse sortir de cette dimension purement alimentaire de cet événement-là pour porter cet événement vers des enjeux plus importants. Merci beaucoup. Maintenant revenu dans l'actualité, il faut dire que nous sommes dans ce que les experts dans la communication appellent aujourd'hui l'infodémie, c'est-à-dire l'obésité par l'information. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez l'information qui se digère avec une vitesse supersonique. Et donc, l'actualité aujourd'hui tourne autour d'une espèce de vulgarisation des informations qui tendent davantage à crisper l'environnement, à semer le doute, à semer la panique au sein des populations. Et donc, ce SMS, je l'ai reçu. Moi, j'ai d'abord cru à un fait, mais quand j'ai vu l'attention que le gouverneur a accordée à ces SMS, là, je me suis dit, si le patron de la région peut déjà accorder une importance à ces SMS, ça veut dire que certainement les services de sécurité, de renseignement qui travaillent autour de lui ont certainement dû porter à son attention des informations suffisamment assez probante de cette situation, et c'est peut-être ça qui a justifié sa sortie. Maintenant, il va falloir pouvoir attendre que on ait plus ample information pour savoir si cette information est vraie, si elle est fausse, parce qu'aujourd'hui, la difficulté au Cameroun,
c'est d'avoir la bonne information, parce que c'est davantage la mauvaise information, la fausse information qui nous est servie au quotidien, et peut-être ça peut s'expliquer par la mauvaise gouvernance qui, aujourd'hui, crispe l'attention de tout le monde, et chacun se sent à l'aise à ternir l'image de cette gouvernance-là pour espérer que peut-être les lendemains nouveaux pourront porter à la tête de ce pays Cabral Libye comme troisième président de la République. Merci à vous. Pas de propagande ce soir, hein. Je voulais le rappeler, on n'est pas encore en campagne, la campagne c'est en 2025, on aura peut-être le temps... En tant qu'acteur politique, je suis permanemment en campagne. On aura peut-être le temps de revenir sur cette... Et aujourd'hui, mon challenge, c'est d'inviter les camarades du RDPC qui basculent entre le franquisme et rester fidèles au RDPC. Merci beaucoup à vous. De leur dire que le CRN leur tend un la autre acteur est avec nous ce soir, c'est aussi un universitaire. On aura donc ces champions de la verve sur ce plateau. Lui, c'est le docteur Louison Essomba, qu'on n'a plus vu depuis un moment sur cette émission. Il nous revient avec beaucoup d'entrain. Docteur Essomba, bonsoir. Bonsoir Frédéric Moutomé, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer ces Anongrés, les copanélistes avec lesquels nous allons certainement éclairer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Vous savez, chaque fois que nous parlons de la décentralisation, nous sommes au cœur de l'exercice du pouvoir. Parce que vous savez, depuis 1996, l'article 2 alinéa 1 de notre constitution est clair, le Cameroun est une république unitaire décentralisée. Donc nous sommes au cœur de la décentralisation. On est au cœur de la décentralisation, une décentralisation peut-être menacée par ces informations qui peuvent être considérées comme des intox. Mais est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la sortie du gouverneur de la région littorale qui condamne ces informations qui ont été véhiculées à travers les réseaux sociaux, mais qui par ailleurs interpellent les populations pour une franche et sincère collaboration avec à la fois les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre? Bien entendu, vous savez, le contexte s'y prête avec ce qui se passe dans le nord-ouest et sud-ouest. Et dès lors qu'une vidéo comme celle-là qui est devenue virale, qui indique que 2 femmes ont été arrêtées, mises dans un véhicule et quelque part ailleurs, elles ont été détournées. Vous voyez qu'à partir de là, aujourd'hui, les Camerounais aiment des voyages, les Camerounais aiment le tourisme. Ça fait de sorte que sur le plan touristique et même économique, ça peut prendre un coup. D'où la sortie du patron de la région pour venir rassurer les uns et les autres. Parce que vous savez, dès lors que l'ordre public commence à être en frein, ou du moins, dès lors que les gens ne se sentent plus en sécurité, en tranquillité, il y a donc lieu pour l'autorité administrative de faire une sortie à l'effet de rassurer les uns et les autres. Je pense pour ma part que le gouverneur a bien fait de sortir et d'indiquer, de rassurer les populations de sa circonscription administrative de commandement, de se référer, si tant il est vrai qu'il y aurait eu une telle chose, que de se référer aux services compétents afin de pouvoir traquer tout ce qui serait à l'origine d'une telle manœuvre qui, à mon sens, n'est pas une manœuvre de nature à assurer la paix et la cohésion sociale. Donc la sortie du gouverneur est une sortie normale et je pense qu'il a, à partir de là, rassuré les uns et les autres. Vous avez vu, cette vidéo a parcouru, vous savez aujourd'hui, le docteur Bitoura le disait, c'est-à-dire que les informations vont de manière astronomique et ça fait de sorte que il vous suffit d'une seule minute qu'une information vous dise qu'on est en train d'agresser sur le pont du Vouri, que vous allez voir toute une psychose envahir des populations. Donc je pense que ça a été une sortie conforme, bienveillante, qui vient donc rassurer les uns et les autres sur la tenue de l'ordre à Douala. Alors, on a également notre acteur politique, aussi universitaire, mais militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le docteur Patrick Refouet avec nous. Docteur Patrick Refouet, bonsoir. Merci de nous accompagner encore dans le cadre de ce débat. Mais davantage, l'actualité également dominée par cette sortie de Samuel Dieudonné Ivan-Dibois, qui quand même se veut inquiet, mais à la fois voudrait rassurer les populations en leur rappelant que il y a quelque temps, Neubel, qui était le théâtre par excellence de l'insécurité, a pu être pacifié à raison de l'action menée au quotidien par les éléments de force de l'ordre et de sécurité. Bonsoir Frédéric, bonsoir à mes copanélistes et collègues, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui suivent ce programme. Écoutez, je pense que on a affaire là à une rumeur et... Une rumeur doit faire sortir un gouverneur? Oui, oui. On a affaire à une rumeur et les rumeurs peuvent avoir un potentiel déstabilisateur. Je rappellerai simplement pour mémoire ici que les spécialistes considèrent que le plus vieux média au monde, c'est la rumeur.
Et grâce à la rumeur, on peut ainsi colporter un certain nombre d'informations, pas toujours avérées, comme celle à laquelle on a affaire, qui vise à s'aimer l'émoi ou la terreur au sein des populations. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années, on a eu un certain nombre de rumeurs qui ont circulé ici sur les disparitions de sexe, sur les sorciers qui tombaient sur des maisons, ainsi de suite. On a souvent eu affaire à ce type de rumeurs. Maintenant, là, on a affaire à un type de rumeur particulier parce qu'il s'agit de personnes qui seraient enlevées, et quand ça circule, effectivement, que ce n'est pas de nature à rassurer les populations. Donc, la sortie du gouverneur visait à rassurer les populations et à leur dire que les autorités publiques continuent à veiller parce que le maintien de l'ordre et de la sécurité est de leur ressort. Maintenant, nous sommes à l'ère d'Internet. Ce type de rumeur, elle continuera à circuler. De nombreuses entreprises, pour sortir par là, même de nombreuses entreprises en ont été victimes. Que ce soit les SABC, que ce soit... je me souviens encore d'une entreprise de pâtes alimentaires. Un dernier exemple, j'ai vu sur les réseaux sociaux à un moment, on parlait de riz en plastique qui était commercialisé au Cameroun. Mais en règle générale, ce sont des histoires dont la caractéristique est d'être vraisemblable. Mais à chaque fois que vous grattez, vous ne trouvez rien de probant, rien qui se rapproche, qui se rattache à une expérience concrète derrière. Le père d'un ami avec qui j'ai souvent discuté de ces questions de rumeurs, lui nous a raconté cette petite anecdote que je vais partager avec vous en 30 secondes. Et il nous disait, c'est un peu l'histoire de cet écureuil qui va se reposer sur la branche d'un arbre. Et pendant qu'il se repose, ce qui se passe, c'est qu'il y a le fruit d'un arbre qui se détache et qui tombe sur lui. Donc l'écureuil qui est gêné dans son repos descend de l'arbre et commence à faire chemin. Et en chemin, il trouve une chèvre et la chèvre prend ses nouvelles et il dit à la chèvre que bon, je me reposais sur un arbre tout à côté là et il y a un fruit qui est descendu et qui a perturbé mon sommeil. Donc je m'en vais trouver un coin plus tranquille en forêt où je vais poursuivre mon repos. Et quand la chèvre va rencontrer la chèvre dit à la vache qu'il y a la branche d'un arbre qui est tombée sur l'écureuil. Première déformation. Et quand la vache rencontre le chien, elle dit au chien, il y a un arbre qui est tombé sur l'écureuil. Deuxième déformation. Et quand le chien tombe sur le chien dit au chat, la foudre est tombée sur l'écureuil. On n'a plus rien à voir, ça n'a plus absolument rien à voir avec le fait initial. Avec le fruit. C'est-à-dire, il n'est plus question d'arbre, ainsi de suite. C'est la foudre. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on passe un palier, il y a une déformation qui nous éloigne du fait initial, qui peut être un fait concret, mais particulièrement anodin. Donc souvent, ça n'a rien à voir avec de la malveillance, simplement qu'on cherche à raconter des histoires qui captivent l'attention. Et si vous dites simplement, bon, c'est un fruit qui est tombé sur un écureuil, c'est pas une histoire intéressante. Mais quand vous dites que c'est la foudre, bon, tout le monde s'arrête. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse ce soir. Nous parlons de décentralisation, et notamment de comment ça se passe, l'élection demain, notamment à Banganté. Alors, permettez que je puisse prendre d'abord l'avis du docteur Essomba sur la question qui, d'une façon ou d'une autre, a une posture beaucoup plus neutre que les deux autres, puisque l'un est du RDPC, l'autre est du PCRN. Docteur Essomba, qu'est-ce qui se passe véritablement à Banganté au point où on est loin d'avoir le nom du successeur du docteur Jonas Kwamo aujourd'hui? Frédéric, je voudrais un peu fixer l'état des lieux de notre décentralisation. Vous savez, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, le président de la République n'a plus fait de la décentralisation un mode de gestion greffé pour accompagner l'État, mais un projet politique. Un projet politique pour émanciper les populations et pour émanciper les territoires, les démembrements du territoire qui sont sur le plan technique appelés les collectivités territoriales décentralisées. Et vous voyez, on a l'article 55 de notre Constitution qui dispose très clairement que les collectivités territoriales s'administrent librement. Au-delà de cela, je dois vous indiquer que la loi du 24 décembre 2019 est une loi révolutionnaire sur le plan de notre décentralisation. Je dois vous assurer que c'est l'une des belles lois qui puisse exister à terme de décentralisation parce que cette loi a prévu un certain nombre de choses. Et s'agissant du cas en l'espèce, il ressortit que l'article 205
du Code général sur les collectivités territoriales décentralisées est suffisamment clair. Cet article dispose que en cas de démission ou de décès du maire, il faut dire que celui-ci peut être remplacé par un adjoint qui assure l'intérim. Normalement, la bonne expression, c'est assurer la suppléance. Il assure l'intérim. Ça peut être un des maires selon l'ordre protocolaire. Ça peut aussi être le plus âgé ou bien l'un des plus âgés des conseillers municipaux choisis par le conseil qui puisse assurer l'intérim. Et ils ont 60 jours après le décès pour organiser les élections. Et l'article 174, bien entendu, alinéa 1, dispose que le conseil municipal ne peut fonctionner, ne peut valablement siéger que lorsque les 2/3 des membres sont présents. Cela veut dire que, à partir de là, je vais revenir sur l'article 166, qui est clair en matière du nombre de conseillers et dispose que quand on a moins de 50 habitants, on a 25 conseillers. Quand on a de 50 à 100, on a 50 000 à 100. De 50 000 à 100, on a 35 conseillers. Quand on a de 100 000 à 200, on a 35. Et quand on a de 200 à 300, on a 41. Et de 300 à montant, on a 61 conseillers. Et cette commune donc, est logée dans la dernière catégorie, c'est-à-dire de 41 conseillers. Mais il se pourrait qu'un soit décédé. Cela veut dire donc que si on applique aveuglement les dispositions légales, alors la première convocation, si il faut le 2/3 qui puisse fonctionner, donc ça veut dire qu'il devait être au nombre de 26. C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'émis conseiller, on arrondit à 26. Alors que cette première convocation, le quorum n'est pas atteint parce qu'il se retrouve au nombre de 16. En dépit de l'organisation partisane, c'est-à-dire qui a été faite au sein du NDPC, où Éric Niat a été plébiscité par ses pairs. Alors, le quorum n'est donc pas atteint. La loi dispose que si le quorum n'est pas atteint, le préfet convoque une autre réunion, lors de laquelle on n'aura plus les 2/3, mais ne serait-ce que la moitié. Et qu'est-ce qui se passe dans la deuxième convocation? On fait directement 40 divisé par 2. On a 20. Alors, et ce jour-là, il y a 24 conseillers, donc plus de la moitié. Et le préfet estime qu'il ne peut pas faire tenir l'élection. On ne sait pas sur quel argument. Or, la loi le lit, parce qu'on appelle la compétence liée. C'est-à-dire que c'est la loi qui indique à l'autorité administrative l'attitude qu'il faudrait adopter. La loi ne lui dit pas que si le conseil est au complet, tu peux renvoyer l'élection. Non, la loi lui dit dès que le quorum est atteint, monsieur, l'élection doit se tenir. Alors, vraiment, je ne sais sur quelle base le préfet s'est adossé pour pouvoir ne pas tenir cette réunion à la deuxième convocation où le quorum était effectivement atteint selon le vœu de la loi. Alors, le quorum était atteint selon le vœu de la loi, mais on s'est retrouvé dans une espèce de broglio. Peut-être qu'on aura le temps avec le RDPC de comprendre quels sont les mécanismes, les méandres qui ont conduit à cette situation de blocus. Mais davantage, pourquoi ce blocus-là? Frédéric Moutomé, à la suite du docteur Essomba, permettez-moi, peut-être pas de manière péremptoire, mais de dire que la décentralisation est mal embarquée. Elle est mal embarquée parce que... Vous êtes pessimiste avec cette décentralisation. Mais vous y croyez? Il faut y croire. Depuis 26 ans... Vous n'allez pas faire comme les centres Coca qui demandent de croire ou pas croire quelque chose. Justement, c'est l'actualité qui me fait emprunter cette question à Pende Coca. Vous y croyez à cette décentralisation? Dis-nous quand même que ça fait 26 ans qu'on accélère cette affaire et le moteur est presque déjà rouillé avec cette accélération et qui ne s'achève pas. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je parle d'expérience parce que mon frère père a été de la préfectorale et croyez-moi, le préfet est la personne la plus malheureuse quand il se trouve dans une zone de commandement où l'élite politico-administrative a des intérêts directs parfois sur ce genre de situation, comme le cas que nous vivons du côté de Banganté. Le préfet n'est pas la personne la plus libre qui soit pour pouvoir, comme le docteur Luison l'a démontré avec force et pertinence, se prononcer en âme et conscience. Vous savez que ce n'est pas tout le monde sorti de l'ENAM, administrateur principal, qui se retrouve parfois préfet dans des départements d'une certaine manière qui charrient un certain nombre de bonnes choses. Et donc, jouant parfois sur leur carrière, le préfet se sent parfois souvent obligé de recourir à des coups de fil du haut lieu pour pouvoir prendre
des décisions qui sont parfois souvent écrites et qui ne demandent qu'à être appliquées. Et dans le cas d'espèce, il y a tout ce grabuge qui structure cette actualité-là, parce que derrière cette affaire, il y a un nom. Il y a un nom, nous comprenons tous qui est ce nom. Il y a un nom? Il y a un nom. Lequel nom? Il y a un nom. Donne le nom. Il se dit que ce serait un patronyme Niat qui serait derrière toute cette actualité aussi tumultueuse que nous avons de ce côté, au regard des coupes de presse que j'ai pu lire ça et là. Je crois que le messager a titré là-dessus un certain nombre de presse. Je crois que c'est davantage ça qu'il faut aujourd'hui comprendre. Ça aurait été un Luison et Somba qui serait challenger de ce côté-là, que ça ne ferait pas grand bruit. Mais il y a aujourd'hui, in fine, cette espèce, j'ai envie de dire, de ras-le-bol. C'est-à-dire de voir le même nom, de voir les mêmes familles, parfois à des postes moindres, parce qu'on se dit quand même que le poste de maire, tel que pensé par la décentralisation, ça devait être vraiment le poste des ruraux. C'est-à-dire que c'est le gars qui est là au quotidien, comme par exemple le maire des ECA qui est du PCRN, qui, faut-il le rappeler, dans l'Union Télé, est le seul maire qui vit de lundi à dimanche chez ECA. Le reste des maires, de par leur fonction dans un certain nombre d'entreprises, violant même les incompatibilités, violant même parfois les incompatibilités, ils ne sont jamais là. Or, qui peut être là de lundi à dimanche dans une commune? C'est effectivement cette personne-là qui n'a pas effectivement donc ses acquaintances avec d'autres forces de Yaoundé et de Douala qui font qu'il ne peut pas être là au poste. Et donc vous avez donc ce malaise généralisé des populations qui se disent, même pour des choses de faible importance comme la mairie, est-ce qu'on devrait avoir les mêmes noms 40 ans, 60 ans, venir encore nous dicter la loi? Sauf que maintenant, même ces conseillers, parce que faut-il le rappeler, le mandat du conseiller est un mandat impératif. C'est-à-dire qu'à la réalité, le conseiller n'appartient plus à sa famille politique. C'est-à-dire qu'il appartient à l'ensemble des populations qui l'ont voté. Parce que vous pouvez être dans la liste du RDPC, mais c'est une population, je dis n'importe quoi, du SDF, qui porte sa voix à l'une et qui vous fait gagner. Mais sauf que donc, le conseiller est souvent à cheval entre cette indépendance qui devait être la sienne pour pouvoir se prononcer sur des cas comme ceci, et la discipline du parti, parce qu'il n'en demeure pas moins vrai qu'il demeure militant d'une formation politique, avec la discipline du parti que nous avons dans notre formation politique, où le parti estime que pour mieux représenter nos intérêts, c'est telle personne. Sauf que la plupart du temps, ça se fait souvent sans gants de démocratie. Les ordres viennent d'en haut et on vous demande d'appliquer. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a un certain éveil qui est perceptible dans la vie au sein des exécutifs municipaux, qui font qu'aujourd'hui, vous avez quand même des conseils municipaux qui essayent de lever la tête et de renvoyer le message à Yaoundé pour dire, mais il est grand temps que vous nous donnez la possibilité de pouvoir décider parfois sur la personne que nous estimons à même de pouvoir valablement assumer telle ou telle fonction. Donc, c'est un peu ces deux éléments-là que je voulais mettre en perspective. La difficulté qui est celle des préfets, dans des cas comme cela, de pouvoir trancher dans mes consciences, parce qu'il y a l'autorité politico-administrative qui peut décider que du jour au lendemain, il n'est plus préfet, il n'est plus sous-préfet. Et donc, comme c'est les carriéristes la plupart du temps, il est obligé de pouvoir jouer assez zigzaguement et ne pas se prononcer tel qu'il devait se faire. Et l'autre chose, vous avez les conseillers municipaux qui sait pertinemment qu'il n'appartient plus à sa formation politique parce qu'il est l'élu d'une commune, mais il est également tenaillé par cet engagement militant qui fait qu'il doit pouvoir se conformer à la discipline du parti. Et le cas de Banganté nous parle parce que malgré la discipline du parti et l'ordre qui est venu d'en haut, les conseillers ont dit qu'ils ne bougeraient pas d'un pouce. Alors, docteur Patrick Riffo, vous êtes militant du RDPC. Est-ce que le RDPC a joué franc jeu dans cette affaire à Banganté? On le sait, on avait annoncé des tractations le week-end avant la convocation de la première session le 3 mai 2021. Et dans les réseaux sociaux d'ailleurs, l'information avait fuité, faisant état de ce que M. Éric Niat avait été plébiscité par les conseils municipaux. D'où vient-il que finalement, ce ne soit plus ça à la session de plein droit? Écoutez, la situation de la mairie de Banganté est une situation regrettable pour nous qui sommes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et je voudrais simplement indiquer ici que la position du parti est une position
clair sur ce sujet-là. C'est quoi la position du parti? Lorsqu'il y a une élection comme celle-là, le parti traditionnellement désigne ou investit le candidat qui est supposé concourir à la dite élection. Dans le cas présent, il y a une élection interne. Il y a une élection interne et le résultat de cette élection interne, ça a été qu'un candidat a remporté le suffrage universel. Parce qu'il faut préciser à ceux qui nous écoutent que la commune de Banganté est une commune au sein de laquelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, la formation à laquelle j'appartiens, a la majorité absolue. Donc, les 41 conseillers, moins le décédé, ont l'étiquette du RDPC. Donc, à partir du moment où vous avez une élection interne qui s'est passée en toute transparence, personne ne peut prétendre que c'est Yaoundé qui aurait imposé X ou Y, parce que je suppose que les conseillers qui ont voté chacun à son âme et conscience, et ont désigné un individu. Ce qui se passe malheureusement, c'est que lorsque cette élection a eu lieu, et qu'il a été acté que les conseillers avaient majoritairement jeté leur dévolu sur un candidat, il se trouve que il y a eu des velléités de candidature lors des 2 sessions qui sont des sessions qui ont avorté, ce qui pose un problème parce que la démocratie doit être interne au parti, c'est-à-dire que s'il y a une consultation et qu'il y a un résultat, tout le monde doit se plier à ce résultat-là. Et lorsque vous sortez, il faut que le résultat continue à être respecté. Donc, c'est la situation, c'est une situation regrettable. Et ce que nous souhaitons, c'est que rapidement, les conseillers dissidents reviennent à la sagesse et que cette élection puisse enfin se dérouler. J'ai entendu le docteur Luison Essomba indiquer que, en principe, le préfet n'aurait pas dû renvoyer la seconde session. Je suppose que l'autorité préfectorale, c'est sur quelle base il a pris sur lui de renvoyer cette élection-là. Tout ce que nous on peut dire au sein du RDPC, c'est que les résultats de l'élection interne doivent être respectés par tous les camarades conseillers. C'est là la position officielle du parti. Dernière chose, ce n'est pas une question de... Ça n'a rien à voir avec la décentralisation. C'est une problématique interne au RDPC, en réalité. C'est vrai que ça impacte sur le management de la mairie qui attend toujours d'avoir un remplaçant du maire décédé, mais c'est une question interne au RDPC. Nous avons déjà eu à faire face à ce type de situation-là lorsque un candidat était désigné et qu'il y a des frustrations, parce que c'est tout à fait légitime, hein, c'est-à-dire quand vous militez, à un moment vous vous dites il y a tel ou tel poste, ce serait normal que je m'y vois aussi. Donc si vous n'êtes pas désigné, quel que soit le mode de désignation, que ce soit une investiture ou que ce soit par élection, il peut y avoir des frustrations qui peuvent vous amener à rentrer en dissidence avec la position officielle du parti. On a vu ça dans d'autres partis. Ça n'a rien d'une spécificité propre au RDPC. Dans d'autres formations politiques au Cameroun, ce sont des situations qui arrivent. Je ne voudrais pas les citer ici. Donc, ça n'a rien de particulier, ça n'a rien d'extraordinaire. Il faut simplement souhaiter que les conseillers reviennent à la raison et que la voie de la sagesse prévale. Alors, il faut que la voie de la sagesse prévale, mais avant de revenir au docteur Luison Essomba, docteur Bitouga, il y a quand même une certaine frustration qui est mise au devant de la scène, au-delà des conseillers municipaux qui ont exprimé ou ne pas vouloir tenir cette élection tout d'abord, après vouloir la tenir, mais qui est ce blocus-là. Il y a une véritable frustration, peut-être qui cache un malaise au sein du DPC dans le département du Nord ou précisément dans la commune de Banganté. Non, au-delà des frustrations, et peut-être le docteur Luison Essomba qui maîtrise mieux ces choses de par son champ disciplinaire, c'est effectivement la difficulté qui est celle du collègue Rifo et qui est du RDPC à pouvoir faire le distinguo entre le conciliabule RDPC et le conseil municipal qui siège. Parce que quand le conseil municipal siège, ce n'est pas une instance du RDPC qui siège. C'est les conseils municipaux qui peuvent décider de ne pas suivre la consigne ou ce qui est issu de ce qui s'est passé en tant que RDPC. Et effectivement, il a bien fait de ne pas enfoncer une porte ouverte parce que vous savez très bien l'actualité récente au niveau de Douala 5e où
nous regrettons le départ de ce camarade très cher, mais il est parti, mais il n'a pas perdu sa qualité de maire adjoint, ni de conseiller, parce que c'est un droit acquis qui lui reste. Et donc, le conseil municipal, pour le cas de Banganté, peut se dire, tant qu'à faire, même si je ne suis pas investi en 2025 par le RDPC, moi je suis prêt à prendre le risque pourvu que celui que nous voulons avoir comme maire à la tête de l'exécutif, que ce soit cette personne qui soit portée. Et si on en arrive dans des mairies, pas aussi de grands enjeux comme Banganté à ce genre de frustration, et là je vais à votre question, c'est qu'effectivement il y a un malaise. Parce que généralement c'est dans les grandes mairies où les enjeux sont importants de par les budgets, de par un certain nombre de choses que charrie le poste de... Je rappelle que la mairie de Banganté a 2 fois été meilleure commune à travers le pays et la commune la plus propre, elle a bénéficié pour l'occasion de certains subsides venant de bailleurs de fonds internationaux. Non, mais ces subsides le sont du fait de l'ancienne maire qui était une femme assez dynamique, qui avait compris l'importance de nouer des partenariats, des jumelages avec des communes à l'international. Et je ne pense pas que ceux qui sont arrivés après elle ont reconduit cette collaboration. Donc, il ne faut pas confondre cette prix remporté à l'international par la commune de Banganté et ce que cette commune voit. C'est-à-dire que vous ne mettez jamais au même pied d'égalité la commune de Banganté, par exemple, avec la commune de Douala 3e ou de Douala 5e. Et donc, on peut comprendre que les enjeux sont importants dans ces communes. Mais pour une commune rurale, si vous voyez des ruraux arriver à un bras de fer à 2 reprises, vous comprenez que le malaise est important. Et donc, nous autres acteurs politiques, nous devons aujourd'hui intégrer ces nouvelles exigences que le militantisme de l'ère moderne nous sert. C'est-à-dire où le militant n'est plus forcément celui-là qui était considéré comme un soldat à qui on dit prends l'arme, tire, il se met à tirer. Aujourd'hui, vous avez des militants qui sont d'une certaine manière éclairés, qui ont des yeux ouverts, qui comprennent les enjeux par rapport à un certain nombre de choses et qui vous renvoient le message, vous, de la nationale, pour vous dire que, écoutez, vraiment, nous sommes sur le terrain, nous connaissons ce qui se passe et nous estimons que la personne à même de nous représenter, c'est telle ou telle personne. Et c'est un peu ça la philosophie qui est celle du PCRN. C'est-à-dire que la nationale a un mot à dire, mais nous écoutons nos bases, nous recueillons leurs avis et nous essayons de parvenir à une approche qui permet de contenter les aspirations de la base et la volonté de la nationale. Donc je crois que, qu'on le veuille ou non, s'il y avait la possibilité d'interroger ces conseillers, il ne serait pas très loin de l'hypothèse de départ que j'ai émise, le non. Et vous savez que le non a l'avantage parfois qu'il peut vous servir ou vous desservir. Et il faut peut-être qu'aujourd'hui on essaie de réfléchir à une espèce de renouvellement de la classe politique en commençant par le renouvellement des noms. Pourquoi pas avoir aujourd'hui à certains postes, et ça je sors presque de la commune, à certains postes de nouveaux noms, que demain le docteur Louison Essomba soit directeur, ministre. Vous ne pensez pas que ce serait beau qu'on soit avoir de nouveaux noms et que ce ne soit pas toujours les mêmes familles qui reviennent? Alors, docteur Essomba, le problème à Banganté est davantage lié au patronyme d'un des candidats ou réellement à une crise d'indépendance, une crise de décentralisation que les conseils municipaux ont envie de porter au devant de la scène? Question de dire, nous sommes des conseils municipaux, nous avons des comptes à rendre à cette population-là et nous donnons la possibilité d'avoir les coups de franche pour décider de qui continuera à assurer le destinée de la mairie dans les 4 années à venir. Oui, je vais donner suite à la question que vous me posez, mais je voudrais faire une autre précision par rapport à ce que venait de dire le docteur Patrick Riffé. Le prophète n'a aucune raison de se justifier parce qu'en réalité, son attitude ne tire de fondement de rien. C'est-à-dire, la loi est claire. Vous savez, c'est Isna qui le dit, mon Dieu, c'est la loi, je n'en ai pas d'autre. C'est-à-dire que quand la loi est posée, c'est la raison pour laquelle le prophète assure la tutelle administrative. Sa tutelle, c'est de veiller de sorte que le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées soit conforme à la légalité. Lui-même, il est tenu à cette légalité. Il n'y a pas de décentralisation sans test, il n'y a pas de décentralisation au-delà des tests. Donc, le prophète doit respecter les tests. Là, quand la loi lui dit, si le quorum est atteint, organise l'élection. Alors, le quorum est atteint. Que devait faire le préfet en cette deuxième séance? Malgré tout, puisqu'on a annoncé, d'ailleurs notre correspondant sur le terrain, Oscar Akoumtata, nous l'a fait savoir, il y avait une horde de jeunes à l'extérieur qui étaient prêts à tout casser. De l'autre côté,
il a fallu la mobilisation des éléments de la police, de la gendarmerie pour essayer de calmer la situation. Mais en plus, l'un des candidats a décidé de ne pas participer au vote. Frédéric Moteme, nous tous avions suivi cette actualité avec beaucoup d'intérêt. Vous vous rappelez que en faisant des interviews à tous les jeunes qui étaient dehors, et tous ont dit on attendait l'élection du maire. Ce n'était pas une situation de boycott, non. Les populations sont venues pour dire nous sommes sévrés de notre exécutif communal, on a besoin de notre maire, de procéder à l'élection. C'est ce que les populations attendaient. Les populations n'avaient pas pour but de porter atteinte à l'ordre public ou de faire quoi que ce soit. La preuve, vous avez vu, on a vu partir le préfet. La garde qui lui était rapprochée n'était pas aussi consistante que cela. Vous voyez, il est parti tranquillement. Donc c'est pour dire quoi, je dis ceci. L'article 174 est clair. Au deuxième renvoi, à la deuxième convocation, dès que le quorum est atteint, monsieur le préfet, vous n'avez plus de raison de renvoyer l'élection. Même si le candidat refuse d'aller aux élections. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il y a une candidature qui a surgi. Celui qui challengeait Eric Niat au départ s'est désisté. Et c'est Mme Nana qui a posé sa candidature. Et vous savez, la loi dispose clairement que les agents ont un droit de préemption. C'est-à-dire que d'abord peuvent être les premiers à se porter comme candidat, en attendant voir si les autres conseillers peuvent vous suivre. Vous voyez, ça, ce sont les dispositions légales. Alors, je suis certainement surpris que, dès qu'il y a eu la manifestation, la candidature de cette dame, le préfet a, du coup, décidé de suspendre le processus électoral. Pourtant, ça devait se tenir, puisque, en fait, c'est deux candidats du RDPC, et il faut venir le dire tout à l'heure, c'est un conseil municipal absolument RDPC, donc il n'y a même pas de candidats d'autres partis. Alors, c'est pour indiquer que le préfet, dans cette situation, j'ai indiqué l'expression technique, il est lié, on appelle ça la compétence liée. Monsieur le préfet, dès que le quorum atteint, la loi te dit, organise l'élection. C'est tout. Alors maintenant, la question que vous me posez, je dois vous indiquer qu'il y a comme au pays aujourd'hui ce que j'appellerais une reconduction sociale. Et les populations commencent à être très attentives pour dire que, écoutez, nous sommes dans une république. Et la république, quoi, c'est un gouvernement au sein duquel la propriété de l'État appartient à tous, la res publica. Et à partir de là, on ne doit pas se situer dans les éléments de reproduction familiale. Et la question que vous posez est pertinente, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous voyez le duel qui est tenu jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que où les gars, première session c'est échoué, on part une deuxième session c'est échoué, vous comprenez qu'en réalité, la théorie qui est développée au sein du RDPC, et je ne suis pas politicien, je n'aime pas le dire, mais il y a là une expression forte, la discipline du parti. Aujourd'hui, qui est une discipline qu'il faut déconstruire, même si c'est le propre des partis politiques, mais il faut déconstruire cette politique dite de la discipline du parti. Parce que qu'est-ce que ça tue? Ça tue la démocratie à la base. Monsieur Motome, nous sommes 10. La démocratie, alors qu'ils ont tenu déjà une élection interne, c'est une discipline aussi. C'est aussi la démocratie. Oui, c'est aussi la démocratie, mais sauf qu'on a vu le blocage. Le blocage naît parce que les uns et les autres comprennent que on ne doit pas nous dicter le choix d'un candidat. Il faudrait qu'on arrête aussi ça. C'est ça la discipline du parti. Parce que quand Eliofou l'a expliqué, on a vu ça, l'élection du maire de la ville. Tout le monde a vu comment l'élection, et voilà encore, une autre élection qui bloque le fonctionnement des institutions. On ne l'a jamais vu. C'est-à-dire que où on voit une institution communale prévue par notre constitution qui doit fonctionner, bloque totalement la vie de l'institution et l'épanouissement des populations locales. C'est extrêmement grave ce que nous vivons. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le choix, le principe, j'allais dire, l'option, la conception de la discipline du parti, il faudrait revoir ça, même si c'est le propre de tous les partis politiques aujourd'hui, parce que la conséquence la plus grave, c'est que cette discipline du parti tue la démocratie à la base, parce que quand le sommier politique va venir dire, ok, vous avez choisi Frédéric Motome, non, moi j'ai choisi M. Rifouille. Voilà, le choix de la base est donc, comment dire, il y a une fracture, les gars se comprennent que tout ce qu'ils font aura le sol n'a aucune influence au sommet. Et à partir de là, le bras de fer que l'on regarde, l'on vit aujourd'hui, et je vais vous dire, l'information pour information, étape par étape, il est démontré que, en réalité, avec le parlementarisme de couloir, tout était réuni pour que Mme Nana puisse renverser Eric Niat. D'où le préfet a reçu des coups de fil pour essayer de dire que, bon, je dis, ben je suppose, hein, parce que je suis dans la supposition, je suppose qu'ils ont donné cette information, que tout était réuni pour que Nana puisse battre à la régulière
Eric Nat sur les urnes et que tout cela s'arrêta. Et ils ont compris, puisque le parti avait déjà investi Eric Nat, ça devait être très compliqué pour cette politique-là de sa mise en œuvre. Donc, il faut donc, la question que vous posez, il y a une réelle dichotomie entre ce que l'on veut au niveau du sommet politique et ce que l'on veut au niveau de la base. Alors, la base doit pouvoir s'exprimer, le sommet également doit pouvoir donner ou peut-être imposer sa vision des choses au regard de ses perspectives, au regard de ses ambitions dans une institution comme la commune de Banganté, mais c'est devenu récurrence au sein du RDPC qu'on arrive à des querelles RDPC pour l'élection du maire. On se souvient du temps de François Sonings, cela a été le cas avec, malheureusement les deux sont défunts aujourd'hui, le défunt Simo, le défunt François Sonings, ça a tenu en haleine une session, une deuxième session, une troisième session, finalement pour aboutir au désistement de l'un d'entre eux. On l'a vu à la mairie de la ville de Douala, on l'a vu à Garoua, à Maroua également. C'est devenu une stratégie, une marque déposée du RDPC de toujours être dans la contestation, pour la contestation, peut-être pour davantage être devant la scène aussi. Contestation pour la contestation, non. Je dirais simplement que c'est un signe de vitalité politique. Et premièrement, pour vous corriger... Un signe de vitalité, c'est simplement lorsqu'il est question d'élection. Oui, c'est un signe de vitalité politique et démocratique. Vous êtes une formation politique, vous avez des individus qui militent au sein de cette formation politique. Et lorsque vous remportez, lorsque des gens se portent candidats pour être conseiller municipal, il est légitime qu'ils aient l'ambition de devenir maire ou adjoint au maire. Hein. C'est tout à fait logique. On n'a pas à frustrer ces ambitions. Mais lorsqu'une décision vient de la hiérarchie du parti, est-ce que ça n'a pas l'ambition de frustrer également les conseillers municipaux à la base, puisqu'on le sait, il y a eu une délégation qui a été envoyée à Banganté pour discuter avec les conseillers municipaux, et au sorti de cette concertation, les conseillers municipaux qui ont pris part, qui ont d'ailleurs procédé au vote en interne, ont dit ils sont un peu allés au forceps parce que la consigne était que voilà celui qui vous devez voter. Je vais y arriver. Je voulais simplement indiquer que, première chose, contrairement à ce que vous semblez affirmer, ça n'a rien d'une spécificité du RDPC. Quand on accumule 5, 6, 7, 8 exemples comme ça, c'est devenu une spécificité du RDPC. Vous pouvez citer 2 ou 3 exemples du RDPC, mais on peut aussi citer 4 ou 5 de l'opposition. Je tiens à vous rappeler... Ce n'est pas l'opposition, c'est le RDPC qui est dans la scène. Oui, simplement pour vous dire que ça fait partie de la vie ordinaire des formations politiques. Donc ce n'est pas spécifique au RDPC. Je tiens à vous rappeler qu'il n'y a pas longtemps là, les conseillers municipaux, et merci Aristide d'en avoir parlé, les conseillers municipaux PCRN des EK voulaient déposer leur maire. Hein. Tout à fait. Ce sont des conseillers PCRN. Mais un jour, c'est lui qui parlait de malaise, un jour ils ont dit, bon, nous on veut déposer monsieur le maire. Et heureusement que le préfet ne les a pas suivis, parce que si le préfet les avait suivis, c'est que peut-être le maire PCRN... Puisque les conseillers frondeurs n'atteignaient pas le maire PCRN le quorum. C'est important à verser ça au dossier dans la ça a circulé. Nous n'en savons rien parce que... Et la force du PCN, c'est qu'effectivement, on a fait asseoir les conseillers. Et au terme des échanges, ils sont arrivés à s'accorder et aujourd'hui la mairie est repartie de plus belle. Dans le même lien que je rappelle encore, second exemple, que lors des régionales, les conseillers municipaux PCRN n'ont pas suivi la consigne du parti. Certains ont voté RDPC, d'autres ont voté blanc, je crois. Et dans la Mofo Afamba, nous avons on a vu dans la Mofo Afamba, je crois il y avait 17 conseillers RDPC, voilà, 21 conseillers RDPC qui ont voté pour le RDPC. Dans le nord-ouest, on a eu des conseillers municipaux SDF qui ont voté pour le RDPC. Je crois que ça doit être à Bafang, où il y a une autre commune où les conseillers municipaux d'une formation politique de l'opposition ont aussi eu des velléités pour renverser leur maire qui est par ailleurs un camarade. Donc c'est simplement pour indiquer que ces situations-là qui peuvent être des situations conflictuelles, ça peut arriver dans toutes les formations politiques. Le RDPC n'en a pas le monopole. Maintenant, comment est-ce qu'on gère ce type de situation? Effectivement, la délégation qui est allée à Banganté avait pour mission de parvenir à un consensus parce que nous, au RDPC,
nous fonctionnons beaucoup en recherchant le consensus. Contrairement à ce que les gens veulent faire croire, on impose difficilement des candidats. On essaie toujours, lorsqu'il y a des Est-ce qu'il y a eu positions... consensus autour du nom qui est venu de Yaoundé? Le nom qui est venu, mais il n'y a pas eu, il y a eu, je rappelle encore, il y a eu élection. Non, avant l'élection, qui n'est qu'un paravent, et c'est ce qui très souvent se fait dans toutes les collectivités territoriales décentralisées. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord un nom qui est choisi? Donc, vous l'avez vous-même reconnu tout à l'heure qu'il y a ce qu'on appelle le candidat choisi par le parti. J'ai dit, il y a deux modalités de désignation. Il peut y avoir l'investiture. Effectivement, dans ce cas, le parti désigne un candidat. Dans le cas qui nous intéresse, parce qu'il faut rester dans ce cas, il y a eu élection parce qu'il y a eu plusieurs candidatures. En tout cas, il y a eu 2 candidatures à la base. Et il y a un candidat qui s'est dégagé. Je ne pense pas que les conseillers qui ont voté avaient les mains liées. Non. Parce que Aristide l'a rappelé, le mandat n'est pas un mandat. C'est que cette élection se fait souvent à la main levée. C'est-à-dire que c'est jamais dans un isoloir avec des conditions qui puissent garantir une certaine... Non, vous n'étiez pas dans... Ça se voit à l'Assemblée nationale, ça se voit au Sénat. Ça n'a rien à voir. C'est des pratiques qui sont les Ça n'a rien à voir avec ce type d'élection-là. Vous n'étiez pas dans la salle, donc vous ne pouvez pas prétendre... Ce sont des pratiques. Vous ne pouvez pas prétendre à la main levée. Vous ne pouvez pas prétendre que l'élection s'est faite à main levée. Encore que je pense que si l'élection s'était faite à main levée, l'écart entre les 2 candidats aurait été plus consistant parce que ça s'est joué à 1-2 voix près, ce qui signifie qu'effectivement chacun a voté en conscience. Mais vous savez, la vérité d'une élection d'un jour n'est pas forcément la vérité du jour suivant. Et je voulais simplement indiquer au docteur Luison qu'il faut faire attention au peuple qui vient souvent dans ce type de situation dit on veut l'élection d'un maire. Ce n'est pas un peuple qui se lève spontanément. Le peuple dont on parle, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas un tigre de papier. Ce sont souvent des gens qui sont suscités par une faction pour faire pression et amener la situation à basculer dans un sens ou dans l'autre. Je ne crois pas que le peuple bangantais est sorti ce jour-là et s'est retrouvé au lieu où l'élection avait lieu. Non, vous avez des individus qui avaient peut-être un intérêt particulier à ce que cette élection se tienne ce jour-là parce qu'ils considéraient qu'ils avaient suffisamment bien manœuvré pour que leur candidat puisse passer. Donc c'était normal qu'ils fassent le forcing. Donc ce que nous disons, c'est lorsque vous avez une situation comme celle-là, nous au RDPC, nous avons notre mode de fonctionnement, c'est la recherche du consensus. Effectivement, il faut amener les factions concurrentes à se parler pour en arriver à une situation qui soit une situation consensuelle, qui frustre le moins du monde les uns et les autres, parce qu'après tout, ce sont des camarades, ça reste des camarades, et au-delà de l'élection, il va falloir continuer à travailler pour le bien du parti et de la population, dans ce cas-ci pour celui qui sera éventuellement élu maire. Donc, c'est ça le sujet, la discipline, et en cela, la discipline ne peut pas être dépassée, contrairement à ce que le docteur Luison Essomba le disait. Ce n'est pas Aristide Bitouga du PCRN qui me démentira. La discipline est cardinale parce que si vous n'avez pas un minimum de discipline, vous n'allez pas donc plus donner l'impression qu'à défaut de la discipline, on ne peut pas évoluer. Non. Si vous n'avez pas un minimum de discipline, aucun les uns et les autres s'astreignent, vous savez... on se retrouve dans une situation anarchique. Hein. C'est-à-dire que chacun va... Est-ce qu'on n'a pas trouvé l'anarchie à Banganté avec ce qui se passe? Non. Vous avez simplement des candidats. On n'est pas encore dans une situation anarchique. Ce serait l'anarchie si les 40 conseillers municipaux étaient chacun candidat. Mais nous n'en sommes pas là. Pour le moment, il y a 2 candidats qui estiment que je peux également être maire, nonobstant le résultat de l'élection interne. C'est ça le sujet, nonobstant le résultat de l'élection interne. Et nous, je réitère l'appel que j'ai formulé tout à l'heure, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les uns et les autres reviennent à la sagesse. La sagesse, c'est l'intérêt supérieur de la ville de Banganté. La sagesse, c'est le principe de camaraderie qui doit prévaloir au-delà des ambitions des uns et des autres. Il y a un seul poste de maire à Banganté, donc les 40 conseillers municipaux ne peuvent pas être le maire de Banganté. Voilà, il faudra bien qu'une seule personne soit choisie et que ce choix soit respecté par les autres candidats, notamment par celui qui pourrait être lésé par ce choix-là.
Alors, vous avez évoqué la problématique tout à l'heure, docteur Louis Nsomba, la question de la prééminence des adjoints. On se souvient que dans certaines collectivités territoriales décentralisées, à la mort du maire, c'est le premier adjoint qui, par des mécanismes peut-être simples, est directement passé maire et on a fait avancer pour voter plutôt vers le bas. On a vu cette même querelle dans la 5e, j'évoquais le cas tout à l'heure, lorsque la défunte Françoise Foning s'en est allée, il y avait une frange de la population ou des conseils municipaux qui pensaient que le premier adjoint au maire ferait l'affaire en qualité de maire et qu'il fallait plutôt permettre à une formation politique d'obtenir une place de 6e adjoint. Pourquoi est-ce que ce cas de figure n'est peut-être pas mis en exergue du côté de Baranté? Non, écoutez, moi, vous savez, je reste normativiste ou légaliste. Moi, je m'appuie toujours sur la loi pour m'exprimer. Il est indiqué que dès que le maire décède ou bien démissionne, le premier adjoint ne le remplace pas de droit. Non, ne le remplace pas de droit. On dit, il décède, on organise une élection. On organise une élection, vous savez, nous sommes les Bantous. Ça se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Le suppléant ne remplace pas de droit le principal. C'est connu tout simplement parce que la loi ne l'a pas dit. Mais on sait généralement que cette disposition existait bien avant. Mais on l'a enlevé. Pourquoi? Parce qu'on avait peur des principaux, qu'ils pouvaient être facilement tués par les vices. Et c'est la raison pour laquelle, oui, on est revenu dans la logique de l'élection. Que même si le maire, qui est le chef de cet exécutif décède, son adjoint qui, dans l'ordre protocolaire, ne le remplace pas de droit. Mais dans les fonctionnements internes, on a vu les premiers adjoints être remplaçants du maire à la suite des élections. D'abord portés par l'ensemble du conseil. Bien entendu, Frédéric Mutomé. C'est pourquoi on dit qu'en cas d'élection, on organise les élections. Et je vous ai dit tout à l'heure que la loi est claire dessus. Elle dispose que les adjoints ont un droit de préemption, c'est-à-dire qu'ils ont un droit de priorité sur les autres conseillers municipaux. Ça veut donc dire en réalité que quand le maire décède, en réalité, si dans le principe, on devait d'abord jeter un regard vif sur les adjoints avant de voir si d'autres conseillers ont manifesté intérêt à devenir maire. Et vous observez très bien que aujourd'hui, la logique, normalement, qui devait être tenue pour éviter de telles choses, et la loi a pensé autrement, on devait justement laisser le maire assurer le premier adjoint, continuer d'assurer pas l'intérim mais la suppléance, c'est-à-dire qu'il gère les années restantes et permettre qu'à la fin de l'année, à la fin du mandat, à la fin de la législature, on organise de la mandature, on organise une élection. Mais la loi ne l'a pas prévu comme cela. La loi est claire. Le maire décède, on organise une élection. Il n'y a pas une préséance que le premier adjoint puisse directement prendre les rênes. Non. On prévoit les cas de décès qui voudraient que... Et je vais vous dire, je ne vais pas prendre un cas ici. Nous connaissons un maire, à l'époque où cette loi existait, que le suppléant, le premier adjoint remplaçait. On se rappelle qu'il y a un maire qui soit décédé comme ça dans des conditions assez troubles. Et on a jeté justement le devenu sur son adjoint. Donc c'est pour dire que la loi est désormais claire. Quand il y a décès du maire, on organise les élections. Et je voudrais peut-être appuyer, faire une autre analyse pour dire que est-ce que la population qui avait dehors ce jour-là à Banganté était de nature à porter atteinte à l'ordre public? Je pense que le préfet aurait même dû trouver un fondement, c'est-à-dire qu'un artifice juridique pour dire je ne peux pas faire tenir cette élection au regard de l'ordre public de dehors qui est menacé. Donc je renvoie l'élection. Or, vous voyez, il est parti dans un silence sépulcral. Il n'a pas pu justifier sur quel fondement il a renvoyé la dite élection. Je crois que s'il avait été malin, il aurait pu dire il y a un désordre dehors, et tel que le désordre est dehors, ce n'est pas un désordre de nature à assurer la sérénité du vote, et je profite donc pour ce désordre de dehors pour renvoyer les élections. Ça pouvait être encore plus intelligent et plus sage. Mais en gardant un silence sépulcral, aujourd'hui, on lui demande bien, surtout appuyer sur quelle disposition légale, pour ne pas opérer et procéder aux élections. Alors, il fallait procéder à l'élection, c'est le choix du docteur Louis Nsomba sur cette question-là, mais en même temps, on le sait, le père Niat a été maire dans cette collectivité territoriale décentralisée. Aujourd'hui, une frange des conseils municipaux pense que le fils peut faire l'affaire. D'autre part, on a une nouvelle candidature qui sort, Dame Nana, qui est également conseillère municipale et qui
semble-t-il, aurait la faveur des pronostics aujourd'hui au sein du conseil municipal de Banganté. Est-ce qu'on peut penser qu'on est aujourd'hui sorti de l'auberge, qu'on a peut-être une tentative de solution en face? Je vous ai dit que le préfet est l'une des personnes la plus renseignées de la circonscription administrative dont il a la responsabilité. Le renseignement, c'est le préfet. Les manœuvres, les tractations politiques, le préfet n'est jamais loin de toutes ces manœuvres. Ça, je parle d'autorité parce que mon partenaire a été de la préfectorale. Et donc, quand le préfet se rend compte qu'effectivement, la candidature de Dame Nana peut venir compromettre les chances de celui, ou du moins le dauphin ou le poulain d'une certaine fraction, le préfet est obligé de pouvoir faire entorse à la loi. Sauf que, comme je vous ai dit, avec cette entorse, parce que c'est une entorse, il faut qu'on le reconnaisse, c'est la décentralisation qui est mal embarquée. Et ça, j'ai appelé ça, il y a quelques années par le passé, la démocratie, c'est-à-dire la gouvernance par les mots. Parce qu'à la réalité, une république n'est république que par rapport au respect des lois qui encadrent le fonctionnement d'une république. Et les Américains vous disent, tel que la constitution américaine a été élaborée, même si c'est le diable qui arrive aux États-Unis et venait à être président, il ne ferait pas plus de 2 mandats. C'est à ce type d'engagement que nous autres acteurs politiques, nous devons converger pour faire de nos États des véritables républiques. C'est-à-dire que le respect des textes ne doit pas se faire à la tête du client. Parce que la situation que nous vivons à Banganté, il faut le reconnaître, c'est que les intérêts du préfet penchent pour une fraction et la réalité sur le terrain donne plutôt raison à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je vous ai dit aujourd'hui, il faut ce dépassement comme Dr Luison l'a tantôt soulevé. Lorsqu'on parle du conseil municipal, ce ne sont plus nos militants. Parce que même si l'exécutif, comme le collègue Rifo le dit, est entièrement acquis au RDPC, il n'y a pas que les militants RDPC qui ont voté ces conseillers, ces 41 conseillers qui sont à la mairie de Banganté. Et donc, à un moment, le conseiller, dans son âme et conscience, se dit que si j'ai été élu, c'est parce que j'ai fait des promesses de campagne à telle population, parce que. Et donc aujourd'hui, où ces populations se rendent compte que celui qui sera porté à la tête de ces exécutifs ne nous permettra pas d'atteindre nos promesses faites à notre population, nous ne l'acceptons pas. Et les indiscrétions filtrées à bonne source vous disent que aujourd'hui il y a comme une sorte de rejet de ces mêmes noms, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire quand vous arrivez aujourd'hui à Banganté, le nom Nyat ne passe plus. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une grosse affaire autour des acquisitions importantes des terres de ce côté-là, où la population effectivement est sortie pour faire un blocus à cet accaparement de terres qui venait de ce côté-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement le cas de Banganté. Peut-être c'est le foyer pilote du débat de ce soir, mais il y a comme un ras-le-bol de voir les mêmes noms, de voir les mêmes visages, de voir les mêmes figures. Et c'est pour ça que le président de la République, peut-être le disait de manière prophétique, et ça s'accomplit depuis un certain temps, il faut penser à la transition générationnelle à certains niveaux. Mais c'est aussi une transition générationnelle. Je dis, mais à certains niveaux, mais également transition des noms, des familles. C'est-à-dire que ça doit être une cascade de transition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'un nom a fait 20 ans quelque part, que ceux-là se disent que ce n'est pas leur patrimoine, c'est-à-dire que ce n'est pas un patrimoine familial, c'est un patrimoine communal. Et donc une autre famille, quelqu'un d'autre de la communauté peut espérer lui aussi être à cette place-là et faire peut-être mieux que ceux qui ont souvent présidé à certaines destinées. Et c'est ça le problème à l'échelle même globale de notre société, où on a l'impression que si aujourd'hui certains acteurs venaient à disparaître, le Cameroun sommerait dans le chaos. Et on a entretenu cette logique-là où aujourd'hui, des gens sont arrivés à vous dire que si telle personne n'est pas à tel poste, c'est la catastrophe. Mais c'est des conneries. Parce qu'aujourd'hui, à cette mairie-là, vous avez un autre visage que celui qu'on veut imposer à ces populations-là. Je puis vous dire que cette mairie va fonctionner.
Mais aujourd'hui... On peut aussi faire cette mairie avec celui qu'on souhaiterait ou qu'on voudrait imposer. Oui. Ça, la mairie fonctionnera mais toujours. sauf qu'aujourd'hui, le collègue Rifo le dit si bien, il faut aller vers le consensus. Mais un consensus, ce qui se fait sur la base des tiraillements comme celui-là, ce ne sera qu'un consensus de façade et vous aurez une mairie qui aura de la peine à pouvoir fonctionner dans son plein régime. Et les principaux perdants, ce n'est pas ces acteurs politiques, mais les populations qui, elles, attendent cette décentralisation depuis 26 ans. Elle ne fait qu'arriver, elle n'est jamais arrivée. Mais elle a une décentralisation accélérée tout de même, cette levée du chef de l'État pour le bien. Docteur Rifoué, devrait-on malheureusement arriver à des situations telles que souhaitées par Dr Aristide Bitouda du PCRN, de voir un changement de la classe politique? Mais est-ce que les noms d'hier, à raison des patronymes, ne peuvent pas être dans cette transition générationnelle? Je ne pense pas que le problème ici soit patronymique. Je n'ai pas le sentiment que ce soit... On a davantage l'impression que le problème est là. Je n'ai pas... C'est l'analyse de Aristide Bitouda, ce n'est absolument pas la mienne. Je vous ferai observer pour commencer que le fait qu'il y ait des conseillers municipaux dissidents au sein de la mairie des ECA n'a pas empêché cette mairie de continuer à fonctionner de manière à peu près exemplaire. Donc le fait qu'il y ait des oppositions au sein du conseil municipal pour savoir qui devrait être porté à la tête de cette mairie-là ne préjuge en rien du fonctionnement qu'il y aura. On a vu des mairies où, malheureusement, à raison de ces contestations, le travail, au fond, n'a pas véritablement été fait pour le bonheur des populations, mais davantage pour les amis et les copains qui, hier, ont soutenu X ou Y candidature. C'est vous qui avez vu, moi, je n'en connais pas. Ce que je suis en train de dire est très simple. La situation aujourd'hui est une situation au sein de laquelle, lorsque vous vous engagez au sein d'une formation politique, et notamment lorsqu'on investit les candidats, vous signez une déclaration sur l'honneur. Et cette déclaration-là vous contraint, moralement au moins, à accepter des décisions qui vont être prises par le parti, qui peuvent être des décisions qui ne vous sont pas favorables. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne respectez pas cette déclaration sur l'honneur? Vous courez le risque d'être traduit devant une instance disciplinaire du parti et vous pouvez être sanctionné. Ça arrive constamment chez nous au RDPC. Donc, ceux qui ne respectent pas les règles démocratiques internes qui permettent à notre formation politique de fonctionner pourraient être sanctionnés. Donc, il vaut mieux être abandonné et être sanctionné. Pourtant, dans le même cas Douala, on n'a pas été sanctionné. Ils ont été... Ceux qui se sont retrouvés dans ces situations-là ont été traduits devant le conseil de discipline. Je pense que vous en souvenez. Maintenant qu'ils n'aient pas été sanctionnés, je suppose qu'ils ont présenté des éléments qui font qu'ils aient été disculpés. Je crois qu'il y en a qui ont reçu des blâmes, ainsi de suite. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été sanctionnés. Mais tous, pour la plupart, ont été traduits devant les instances disciplinaires. Maintenant, être traduit devant les instances disciplinaires, ça ne signifie pas automatiquement que vous serez sanctionné. Vous avez le droit, ce sont des instances contradictoires devant lesquelles vous venez vous défendre face aux accusations qui sont portées contre vous. Donc c'est ça la situation. Mais c'est pour dire qu'il y a une discipline du parti et il faut respecter cette discipline. Maintenant, le sujet, ce n'est pas le fait que X ou Y porte un patronyme. Je n'ai pas le sentiment que ceux qui ont voté le candidat qui a remporté l'élection interne ont voté à cause de son patronyme ou en raison de son patronyme. Je vous ferai observer que le fait que certaines familles soient particulièrement investies dans le champ politique, ce n'est pas une spécificité camerounaise. Tout le monde connaît la famille Kennedy aux États-Unis, qui est une famille qui a une longue tradition de production d'hommes politiques qui sont souvent des hommes politiques de premier plan. Tout le monde connaît la famille Bush. Tout le monde connaît la famille Bush. Mais on n'est pas dans le même contexte. Oui, je vais vous prendre d'autres exemples. En France, tout le monde connaît la famille Debré. La famille Debré, qui a produit un premier ministre, un président de l'Assemblée nationale, un président du Conseil constitutionnel. La même famille, hein. Il suffit simplement que les choses se fassent dans le cadre des lois et règlements du pays. Je rappelle encore qu'en France, la France n'a pas la même politique que le Cameroun, encore moins le même fonctionnement dans l'institution que le Cameroun. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, le fait que votre parent, que ce soit votre père ou que votre mère soit investi politiquement, ne vous disqualifie pas à vous-même vous investir politiquement. Je connais des
militants de formation politique de l'opposition dont les parents sont au sein du RDPC. Donc le fait que vous soyez au RDPC n'implique même pas, il n'y a pas de transmission générationnelle de la militance au sein d'une même formation politique. Donc autant ils peuvent se retrouver dans un autre bord politique, autant ils peuvent militer au sein du même bord politique que leurs parents. Maintenant, si la population décide de leur accorder la confiance à travers un mandat électif, il n'y a pas de scandale à cela. Ce sont les populations qui décident en dernier ressort. Et je ne sais pas si je dois dire, je suis désolé de le dire, mais il faut le rappeler. Personne n'est détenteur du vote des populations. Même nous, RDPC, nous ne sommes pas propriétaires du vote de nos militants. Parce que lorsqu'un militant se retrouve dans l'isoloir, il vote en son âme et conscience. Quelle que soit la consigne que vous pouvez lui donner, à ce moment-là, il est seul face à l'urne et à sa conscience. Donc, personne n'est détenteur du vote des Camerounais. Et tous les Camerounais sont libres de solliciter le suffrage universel. C'est la règle de la République, nous devons l'accepter. Donc, il ne peut pas y avoir un délit politique qui serait le délit de patronyme. Ça, moi, je ne l'accepte pas. Les lois de la République ne le condamnent pas, ne consacrent pas ce délit, donc personne ne doit en être victime. Alors, personne ne doit en être victime, mais pourtant, on semble être véritablement dans cette querelle de patronyme à Banganté, même si on ne voudrait pas davantage s'apaiser autour de cette affaire de patronymie qui semble être en faveur ou en défaveur de X ou Y candidats. On annonce également qu'à raison de cette élection, la classe d'élite de Banganté n'a pas joué franc jeu. Est-ce que vous pensez que l'élite a suffisamment aidé le conseil municipal pour lui donner la responsabilité qui est la sienne de se dire, au-delà de ce que vous êtes des acteurs politiques de terrain, vous avez l'obligation d'offrir au peuple un maire dans les brefs délais? Oui, bien entendu. Moi, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur l'élite. Pourquoi? Moi, je commence par tirer à boulet rouge sur le RDPC. Parce que, en fait, structurer toute la discipline du parti, ils auraient pu canaliser les énergies de leurs gars pour leur dire, écoutez, ne lui livrez pas un spectacle déshonorant. Voilà, le choix est porté sur tel. Allez-y, allez l'investir. Ça dit qu'en fait, ce que j'appelle le parlementarisme de couloir n'a pas véritablement été productif. Parce qu'à ce niveau-là, écoutez, l'élite, c'est d'abord une affaire politique. Nous sommes dans la décentralisation et n'oubliez pas, la décentralisation est un socle politique parce que nous, la politique déjà sur la base de la tenue des élections, la politique même sur le choix des candidats, vous posez aujourd'hui des questions sur le patronyme qui pourrait poser un problème. Tout cela joue sur justement le parti qui tient les rênes de la majorité du conseil municipal. Donc, en mon sens, l'élite de Banganté, pour ma part, ne doit même pas être intéressée. C'est une affaire strictement propre à une formation politique. C'est élite principalement, ou alors elle appartient principalement à une formation politique. Ça doit en nommer ici. Écoutez, l'élite peut être une élite cosmopolite. Ce n'est pas certain que toute l'élite est en faveur du RDPC à Banganté. Et si je peux vous faire une révélation. On va sur la base des statistiques de la dernière ou des dernières élections municipales et législatives. Pour la présidentielle, le RDPC a obtenu près de 98% de suffrages valablement exprimés sur le terrain. Pour les municipales et législatives, le RDPC a tout refait. Donc on suppose, sur la base de ces statistiques-là, que l'élite est majoritairement à RDPC. Ça se voit aujourd'hui. Regardez, cette élite est suffisamment représentée au sommet de l'État. On a un patriarche de Banganté qui est président du Sénat. Qui a un poste très important dans le contexte actuel parce que c'est lui en réalité qui assure la suppléance en cas de départ, en cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif du président. Ils ont toujours à Banganté une dame ministre de l'habitat et tout. Donc vous voyez que la question que vous posez est pertinente. Donc l'élite aujourd'hui est une élite politique. Je ne sais pas si vous suivez un peu mon regard. On peut donc, en réalité, à partir de là, se dire que c'est une question d'une élite politique qui peut-être joue sur une question de positionnement ou d'intérêt de pouvoir. N'oublions pas, vous l'avez dit, le père Nyat, le patriarche Nyat a été maire
à cette ville. De 2002 à 2007. Que Madame le ministre Ketia Coutez a été maire de cette ville. Et vous savez qu'elle a bâti, elle a fait beaucoup de conseillers municipaux dans cette histoire. Et la question que vous posez tout à l'heure, je n'ai pas voulu rentrer dans la pomme pour indiquer qu'en réalité, quand on regarde aujourd'hui ce dysfonctionnement au sein de ce conseil municipal, c'est justement parce que les plus grandes élites du coin tirent chacune une ficelle sous l'ombre qui peut donc donner lieu à ces blocages. Parce que si vous avez suivi les populations dehors, certains vous disaient que non, que les familles, ça suffit, on a marre. Vous voyez un peu, d'autres vous criez que non, nous on veut l'élection, on veut la tenue de l'élection. Donc c'est pour dire en réalité que la question sur le patronyme aujourd'hui me semble être une question importante, surtout que on regarde. Je la refuse, il faut penser que au-delà du patronyme, on a le droit, d'aspirer à demander à l'élection. Je venais de vous dire tout à l'heure que dans une république, la République, tout le monde a droit. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une discrimination. Tout le monde qui est camerounais a droit. C'est-à-dire qu'à un poste éligible, a droit à un poste de nomination. C'est normal. Mais quand la logique devient une reconduction, une reproduction familiale, ça peut, à mon sens, poser un problème. Et si vous avez vu les populations, maintenant sur le plan démocratique, à mon sens, il n'y a pas de problème. Si l'office YAP ou bien l'office tel est élu par le peuple, qui est détenteur de la souveraineté, élu, je crois, président ou ceci ou président, mais à mon sens, sur le plan démocratique, ça ne pose aucun problème. Ça marchait à Banjoun avec la fille Fotso, qui a été élue malgré la contestation qui avait été soulevée quand même. Elle a finalement obtenu le plébiscite des conseils. C'est pour dire aujourd'hui qu'à un moment donné, on va arriver à des fractures où des gens vont dire cette reconduction sociale ou cette reproduction sociale va s'arrêter, ou cette reproduction familiale. Parce qu'on se rend compte que si vous voyez aujourd'hui la gestion, on va vous dire, le père, le patriarche, quand il était maire, il a bien géré la commune de Banjoun. Il n'y a pas eu de problème. De Banganté, autant pour moi. Ketia Coutez, alors là, je crois que les 2 fois que Banganté a fait meilleure ville de trucs, c'est sous l'air Ketia Coutez. Donc vous voyez donc qu'il y a trop d'intérêts souterrains qui se jouent, et je pense que peut-être comme Rifo l'a dit, ils reviendront au consensus et que d'ici peut-être la semaine prochaine, on aura désormais le chef de l'exécutif communal. Mais je vais vous dire, si le dysfonctionnement persiste, et ça, c'est très compliqué, si le dysfonctionnement persiste... On va arriver à la question de savoir si le dysfonctionnement persiste, quels sont les mécanismes qui devront être mis en route. Mais on va d'abord prendre l'avis du docteur Aristide Bitouga également sur la question, au-delà de ces patronymies qui sont parfois visibles dans certaines collectivités territoriales décentralisées, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'héritage d'un nom puisse également permettre de voir la prospérité dans une collectivité, de porter les idées même de la base pour le développement d'une localité? Je pense que votre question est éminemment anthropologique, au-delà du contexte politico-juridique qu'on veut donner à cette affaire. Voyez-vous, le nom est une écriture mystique sur l'être humain. Et donc le nom peut vous servir comme il peut vous desservir. La preuve, notre loi consacre la possibilité à un individu de se départir d'un nom. Je parle sur le contrôle du docteur Wison. Vous pouvez vous départir d'un nom. Le 81 le prévoit. C'est possible. Et nous, dans nos environnements, il y a des rituels qui sont faits pour bannir certains noms. Moi, dans ma famille maternelle, nous avons 2 patronymes qui ont été bannis parce que, ceux qui le portent dans l'ensemble de leur vie ont toujours moins 5 fois la prison dans leur palmarès, et un autre patronyme, celles qui le portent ne font jamais d'enfants. Et donc on en est arrivé à des conseils de famille géants à bannir ces noms qui font qu'aujourd'hui, nous qui mettons au monde nos enfants, nous ne pouvons plus avoir recours à ces patronymes. Donc le patronyme ne peut pas être botté en touche, comme semble le faire mon collègue Rifoué, parce qu'in fine, derrière le cas, dites-vous que c'est devenu leur marque de fabrique, suivez mon regard. Je sais pas quoi vous parlez. Et donc, je vous sais très introduit. Je connais également votre sérieux par rapport à certaines thématiques. Vous voyez, Rifoué semble épouser cette philosophie-là.
Et ils veulent l'habiller avec un certain nombre d'éléments juridiques pour nous laisser entendre que le nom ne poserait pas problème et que tous les citoyens ont voix au chapitre. C'est vrai. C'est vrai. Mais sauf qu'également, au-delà de la loi, il y a ce qu'on appelle la gentlemania politique, qui n'est pas écrite, mais qui fait souvent que sur certaines choses, on arrive parfois à se dire oui, telle personne peut être mise en berne pour laisser promouvoir telle chose parce qu'in fine, ça garantit la stabilité et la sécurité par rapport à un certain nombre de choses. Vous avez pris le cas de la mairie de Banjoun. Mais ce jour-là, quand le ministre de l'administration territoriale fait l'éloge, il présente la mairie de Banjoun comme un patrimoine familial. Et effectivement, ça s'imposait au conseil, c'est-à-dire que tout le monde a vu comment Banjoun est sorti de la terre rouge pour devenir le Banjoun que nous connaissons aujourd'hui par la force d'un homme. Et donc, il y a ce capital sympathique, il y a ce capital symbolique qui anime les conseils qui se disent, si le père a pu faire comme ça là, et que le sang qui coule dans les veines de celles qui veulent le remplacer là, est le sang Fosso, il y a présomption de continuité et de compétence par rapport à la gestion de cette affaire. Et donc on peut comprendre là-bas. Mais dans d'autres environnements, vous avez également les mêmes populations. La preuve que d'autres gens vous disent que ceux qui étaient dehors vous disaient que leur père nous montre déjà les couleurs ici au village, qui nous laisse même la petite commune, si on va un peu se battre, ils viennent faire quoi? Et je crois que c'est des choses qui doivent nous parler. Aujourd'hui, on parle d'Éric Nyat. Demain, on vous servira le franquisme et on vous démontrera à suffisance que, oui, la loi n'interdit pas, il a les compétences, il peut. Mais dites-vous, de vous à moi, que nous sommes nés, nous avons trouvé un homme. Nous sommes en train de faire des enfants, ils sont en train de trouver le même homme. Nos enfants feront des enfants, ils trouveront le même nom. Mais soyons un peu sérieux. Où on est en république, où on est en monarchie, où on est en chefferie, sultanat, tout ce que vous voulez, mais il va falloir à un moment que les pays africains, notamment le Cameroun, qu'on fasse le choix de ce que nous voulons avoir comme des institutions. Je crois qu'il n'y a pas une famille qui a, d'une certaine manière, la compétence pour ne faire qu'à elle seule. À un moment, si vous avez même bien fait, vous pouvez libérer le plancher, vous laissez d'autres faire, et s'ils font moins que vous, ce sont les mêmes populations qui viendront vous chercher pour dire « Ah, vraiment, nous on s'est rendu compte qu'on a fait l'erreur, on vous ramène. » Et je suis gêné de savoir que l'aîné Elimbilobe n'est pas là. Il vous aurait pris un verset biblique pour vous montrer que le Christ, dans une parabole, disait que lorsque vous êtes invité parfois à un festin, asseyez-vous à la place arrière et laissez que le propriétaire vienne vous sortir de derrière et vous porte devant. C'est plus rayonnant que lorsque vous êtes devant, qu'on vous ramène derrière. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se joue à Banganté, c'est que si Éric Nyat n'est pas porté à la tête de la mairie, croyez-moi, cette mairie va fonctionner à pas de tortue. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça, les enjeux autour de l'élection de ce maire, parvenir à faire asseoir les camarades, parce qu'après tout, c'est les camarades du parti, et de développer d'autres arguments que le simple argument de la discipline du parti, parce que cette discipline, elle ne s'applique à d'autres. Cette discipline est parfois à tête chercheuse. Cette discipline ne vise qu'à conforter parfois certains ordres qui viennent d'en haut. Or, aujourd'hui, les populations voudraient qu'on leur donne la possibilité sur des choix. Je vous dis, la commune est l'unité primaire de la gouvernance. Et donc, les populations vous disent, ministre, c'est compliqué. Président national, c'est compliqué. DG, c'est compliqué. Mais pour quelque chose d'aussi basique pour améliorer les conditions de vie des populations, nous voulons porter à la tête de la mairie quelqu'un que nous connaissons, quelqu'un qui nous connaît, quelqu'un qui peut valablement aspirer, satisfaire à nos aspirations. Je crois que c'est le message que Banganté nous renvoie aujourd'hui, qu'aujourd'hui, pour des postes de maire, il faut laisser les conseillers qui connaissent chacun des candidats pouvoir, en son âme et conscience, décider de qui peut présider au destiné de la mairie et participer au développement de ces populations. Alors, il y a pas mal de téléspectateurs qui interviennent
et qui nous envoie quelques messages pour contribuer à ce programme. Et l'un des téléspectateurs nous a envoyé le même message, excusez du peu, 28 fois. J'ai pris la peine de compter pendant que le docteur Bitouga parlait. Le message est celui de savoir si, en adoubant M. Éric Niat à la mairie de Banganté, on ne serait pas en train de faire légitimer une sorte de succession des mêmes noms à des postes stratégiques. Bon, il a souhaité que ce soit le gouvernement du RDPC qui répond à cette question. Répondre à cette question. Oui. Bon, je vois venir le parallèle douteux qu'on veut faire. Je vois venir le parallèle douteux qu'on veut faire entre la question, la candidature Éric Niat à la mairie de Banganté et le franquisme qui agite le landerneau médiatique, pour le dire ainsi. Seulement médiatique, pas politique. Non, ça agite le landerneau médiatique, soyons sérieux. Je vous ferai observer au passage que quand vous étudiez bien, pour sortir de là rapidement, quand vous étudiez bien l'univers de ceux qui défendent le franquisme, il y a des MR6 à l'intérieur. Étudiez bien les profils, vous allez voir qu'il y a des militants affirmés. Je dis bien des militants affirmés du RDPC, du MRC. Donc passons. Non, sérieusement. Déjà, première chose, Éric Niat n'est pas candidat à la succession de son père. Il est candidat à la succession du docteur Kouamou qui est décédé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Éric Niat, pour parler de lui, ce n'est pas la première fois qu'il soit candidat pour être maire de Banganté. Il a perdu déjà, je crois, 2 fois. Donc, s'il s'agissait vraiment d'une situation dans laquelle c'était un papa Madi, je suppose qu'il aurait déjà été porté à la tête de la mairie de Banganté puisqu'il a été candidat plusieurs fois. Malheureusement, il n'a pas emporté l'adhésion des camarades conseillers. Donc, il ne s'agit pas, et je dis il ne s'agit en aucun cas, ce monsieur ne jouit pas du privilège d'être le fils de. Parce que s'il jouissait du privilège d'être le fils de, ce serait un coup et il serait à la tête de la mairie de Banganté. Or là, c'est la 3e fois. Et même pour cette fois, rien ne garantit, parce que nous n'en connaissons pas encore l'issue, même pour cette fois, rien ne garantit qu'il sera porté à la tête de la mairie de Banganté. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on lui fasse un procès en sorcellerie sur son patronyme, alors qu'on voit bien que c'est une situation qui n'est pas une situation acquise? Non, il y a une situation qui est une situation conflictuelle où il y a des ambitions qui s'affrontent. Ce que nous disons, et je le rappelle encore dans ce cas, déjà ça n'a rien à voir avec le franquisme, vous voyez bien, ça n'a rien à voir avec le franquisme, et je le dis encore, c'est légitime que les camarades aient des ambitions, et que ces ambitions s'opposent à un moment ou à un autre. Mais la raison, les uns et les autres, j'en appelle encore à ce que la raison prévale. De votre point de vue, c'est quoi la raison? Vous l'évoquez à chaque fois que vous prenez la parole, vous parlez de raison, vous parlez... de quelle raison vous parlez? Écoutez, lorsqu'il y a une situation comme celle-là, il va de soi que les 2 candidats ne seront pas portés à la tête de la mairie. Donc il va falloir qu'un des 2 accepte qu'il ne peut pas être maire. Et si un des 2 doit accepter qu'il ne peut pas être maire, il faut que ce ne soit pas considéré comme une défaite, parce que ça ne peut pas être une défaite. Le seul vainqueur de cette élection-là, ça doit être le RDPC et la population de Banganté. Donc il ne peut pas y avoir un perdant. Mais il y a un seul gagnant, c'est la population de Banganté. Donc il faut que les uns et les autres reviennent à la raison. Les ambitions, c'est légitime d'en avoir, mais il y a un moment ou un autre où l'intérêt supérieur de votre formation politique, et j'insiste là-dessus, la discipline du parti doit prévaloir. Il n'y a pas eu une investiture au sens où le parti a désigné un individu. Il y a eu une élection. Et si cette élection a désigné un camarade, si ce n'est pas moi, bon, il faut que je l'accepte. Peut-être que mon tour viendra plus tard. Si demain, à supposer que demain, Éric Niat ne soit pas désigné, mais au final, qui a dit. Donc tout le procès qu'on lui faisait ne tiendra plus. Je pense qu'il faut que les gens réalisent bien la situation dans laquelle on se trouve. On est en train de faire un mauvais procès à cet individu qui est militant depuis et qui
a eu des ambitions. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit le fils de X ou YZ. C'est tout à fait légitime. Moi, je ne peux pas décourager un camarade qui a milité, qui se retrouve au sein d'un conseil municipal et qui se dit « j'ai des choses que je peux apporter si je suis porté à la tête de ce conseil municipal ». C'est tout à fait légitime. Mais, c'est un seul fauteuil, ce n'est pas deux fauteuils. Il ne peut pas y avoir deux maires en même temps au sein de la ville de Bangaté. C'est pour ça que je dis, j'en appelle encore à la sagesse des conseillers municipaux, j'en appelle à la sagesse des candidats actuels qui nous mettent dans cette situation, qui est une situation inconfortable pour nous, parce qu'ils sont tous des camarades. Et déjà, nous n'avons pas à prendre position lorsque des camarades sont dans une situation comme celle-là. Ça demande simplement qu'au sein du RDPC, la démocratie est la chose la moins partagée. Non, mais si la démocratie était la chose la moins partagée, vous comprenez bien que nous ne passerions pas souvent par le consensus. C'est-à-dire que nous essayons à chaque fois de ménager les intérêts de tous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on a évoqué tout à l'heure, hein, et vous étiez presque pressé d'évoquer la question. Alors, s'il y a un nouveau blocus, que prévoit la loi? Comment est-ce qu'on doit pouvoir se comporter si jamais à la prochaine session, qui doit être peut-être la session de la dernière chance, on n'a pas toujours de maire? Oui, si à la prochaine, en fait, s'il y a une prochaine organisation, s'il y a une prochaine élection qui est prévue et qu'il y a blocage, la loi est claire. Si le dysfonctionnement de la commune, si le dysfonctionnement de la commune est de nature à ne pas permettre à cette commune de fonctionner normalement, le président de la République peut dissoudre le conseil municipal et dissoudre l'exécutif communal sur proposition du ministre de la décentralisation et du développement local. Et maintenant, le ministre de la décentralisation va proposer au président de la République qui peut assurer l'intérim. Et généralement, l'intérim est assuré par le préfet, qui en fait cumule le rôle de tutelle administrative et qui se transforme en autorité communale, puisqu'il va gérer en cette période de crise en attendant que les deux organes reviennent au meilleur sentiment. Voilà ce que prévoit la loi. Donc il y aura certainement, lorsque ce dysfonctionnement persiste, il y aura l'intervention du président de la République qui va venir jouer les arbitrages. Et on connaît bien, on vous l'a dit tout à l'heure, il a le président du Sénat, qui est du RDPC, il a son ministre, Ketia Koutès, qui est du RDPC. Donc, je crois que le président sera, je ne souhaiterais pas être à la place du président de la République. Il a souvent suggéré ce type de situation. Oui, on sait aussi qu'il a souvent suggéré, mais je pense que si l'ordre vient de lui, cette discipline va véritablement s'asseoir, comme le dit le docteur Patrick Rifo. Vous optez pour cette mesure-là, cette mesure extrême de la désignation de l'autorité administrative comme suppléant, comme travaillant comme autorité municipale. Peut-être, vous avez des raisons de craindre de cette décentralisation finalement. Oh, il n'y aura pas de mesure extrême. Là, c'est l'acteur politique qui parle. Le niveau central est le niveau central. Et donc, à un moment, ce que le collègue Rifo appelle la discipline du parti, c'est même tout un autre nom. Et nous avons... C'est ça qu'il y a l'autorité du parti. Il y a l'autorité du parti. Là, maintenant, c'est l'acteur politique qui vous parle. Donc, je crois qu'il y a un moment où le militantisme de base se tait pour que les intérêts supérieurs du parti puissent prévaloir. Ce n'est pas à Banganté qu'on arrivera en cas d'exception où le président de la République arrivera à dissoudre cet exécutif municipal. Vraiment, ce n'est pas à Banganté que ça va commencer. Mais c'est un cas de figure qui peut être c'est pas à Banganté parce que vous ne pouvez pas avoir la deuxième personnalité du pays là-bas et la mascotte actuelle du RDPC, parce que qu'on le dise ou non, la successeur, si je peux parler comme les Canadiens, de Mama Foning, c'est bel et bien Ketia Koutès. Et donc vous ne pouvez pas avoir deux cadors forts du RDPC dans un département, et c'est là-bas où ce genre de scénario nous est servi. Je crois qu'on va arriver dans les schémas que nous avons eus en d'autres circonstances, l'actualité la plus récente, l'élection du maire de ville de Douala, où à un moment, vous avez suivi un des challengers, dit que non, c'était juste pour animer, il ne voulait pas être maire, parce qu'effectivement, la nuit, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été déposés sur sa table, il a pris conscience qu'à un moment, les jeux n'ont pas leur place en politique. Je crois que c'est ce qui va se passer, et que d'ici à là, on vous dira que non, les conseillers dissidents sont revenus
au bon sentiment, et que effectivement l'image du parti ne peut pas être traînée dans la boue. C'est ce qui va se passer. L'image est déjà dans la boue. Elle n'est pas dans la boue. Elle n'est pas dans la boue. Et même si c'est dans la boue, vous savez que c'est également un des éléments autour duquel le RDPC a construit sa gouvernance, la boue, la pourriture et tout ce qui, à un moment, est un peu putréfié. Donc vous savez très exactement que le lion ne mange pas la chair fraîche. C'est-à-dire le lion aime quand c'est un peu putréfié là, il y a un peu quelques asticots là, c'est là où il prend goût à pouvoir manger. Donc c'est un peu ça, le paradigme de gouvernance du RDPC, laisser que la situation à un moment pourrisse profondément et que le Messie arrive là pour donner le là et tout le monde se plie. Donc je puis vous dire, il n'y aura pas un cas d'exception à Banganté, et c'est pour ça que le collègue Rifo est tout souriant, parce que à un moment il faut parfois nous distraire, parce que vous comprenez que c'est de la pure distraction qui se dit à Banganté. Pendant ce temps, ceux qui rôdent autour du Covid continuent à faire ce qu'ils savent faire. Je ne sais pas s'il y a des gens lié au Covid. Je ne sais pas si les gens qui vont au Covid. Je peux vous dire que le cas Banganté est un cas de distraction qui nous éloigne des vraies problématiques qui structurent la marche de ces pays, parce que dès la semaine prochaine ou peut-être la semaine prochaine, le cas Banganté sera réglé. Alors, quel est le cas de figure auquel on doit s'attendre aujourd'hui? L'autorité du parti, comme le pensent certains, ou alors simplement les conseils municipaux vont se décider à désigner ou à choisir à travers les urnes l'un des deux candidats, donc finalement accepter la tenue des élections. Ce qu'on souhaite, c'est que les uns et les autres reviennent à la raison et que le choix qui a été fait démocratiquement par les camarades conseillers, que ce choix prévale. Maintenant, s'il arrivait que l'impasse dans laquelle on se trouve perdue, effectivement, le parti peut faire prévaloir son autorité. Nous ne souhaitons pas que cela arrive, mais c'est une hypothèse qu'il ne faut pas exclure. En tout état de cause, le cas de figure évoqué par le docteur Luison Essomba est un cas de figure hautement improbable. On a l'habitude au sein du RDPC de gérer ces situations où les ambitions des uns se fritent aux ambitions des autres et on en sort souvent très bien. Il faut aussi faire vivre le parti de cette façon-là. Ça permet aux uns et aux autres de s'affirmer, de faire la preuve qu'ils ne militent pas depuis 10-15 ans gratuitement, qu'ils peuvent aussi avoir de l'ambition. Je dis, tout cela est légitime. Maintenant, la situation ne peut pas durer éternellement, ne peut pas rester dans une impasse comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, soit la discipline du parti prévaudra, soit l'autorité du parti contraindra, soit l'autorité du parti contraindra les camarades à la sagesse. Mais je souhaite qu'ils arrivent eux-mêmes à la sagesse sans aucun élément de contrainte extérieure. La sagesse serait quoi? L'un ou l'autre candidat ou... Ce serait quoi la sagesse? Mais la sagesse, c'est que le candidat qui a été désigné par les camarades conseillers eux-mêmes soit porté à la tête de l'exécutif municipal. Donc, M. Rignat. C'est vous qui le dites. Vous faites tout pour éviter ce nom-là ce soir. Alors, on va prendre quelques SMS avant de revenir dans la suite du débat de ce soir. Il nous reste à peu près 15 minutes si mon chrono est exact. Bonsoir à vous en studio. Belle émission, mais je souhaiterais que M. Rifoué soit un peu plus sincère vis-à-vis des Camerounais. Bonsoir à vous sur le plateau. Nous apprenons beaucoup de cette situation de Banganté. Elle n'est pas la première, mais elle nous enseigne de ce que les conseillers municipaux ont également leur mot à dire dans la gestion des collectivités. Ils ne sont pas simplement des applaudisseurs. Bonsoir le panel. Le monsieur du RDPC est particulièrement brillant. Mais oui, brillant dans la roublardise. C'est pas moi qui le dis non plus. Bonsoir monsieur Moutomé, votre riche panel, malgré la curieuse absence du consultant, malheureusement il a eu un impondérable dernière minute, toujours très critique envers ses collègues de l'opposition.
Pour revenir à la thématique du jour, il faudrait que le RDPC épargne les Camerounais avec leur pseudo-politique de respect de la discipline du parti. Ce n'est pas ça la démocratie. Au moment où nous parlons de la décentralisation, il est important, mais surtout judicieux, de laisser les candidats voulus et choisis par le peuple, non ceux imposés par la hiérarchie du parti. Merci pour les éclairages du représentant du PCRN et surtout ceux du docteur Louison et Somba. C'est Adolphe qui nous écrit depuis Douala, la capitale économique du Cameroun. Bonsoir à vous également sur le plateau. Le préfet, dans son bon droit de renvoyer la session, est le seul juge d'opportunité pour la maîtrise de la sécurité de son territoire de commandement. D'un point de vue juridico-politique, il représente l'État. Par conséquent, le chef de l'État dans le département donc ne peut prendre une décision contraire à ce que veut le chef de l'État. Donc son parti a déjà un candidat qui obéit à la discipline du parti. Le préfet qui venait pour un formalisme a trouvé autre chose. Donc il n'était pas préparé à cela, raison pour laquelle il a opté pour cette posture-là. Le docteur Isomba fait bien de révéler le respect de la loi, mais il doit comprendre aussi aussi à bien interpréter l'esprit de la loi dans notre système sociopolitique. C'est Lévi Ketchade qui nous écrit depuis Bafoussam, c'est dans la région de l'ouest du Cameroun. Bonsoir à vous sur le plateau. Je voulais que le représentant du RDPC nous dise, le préfet est soumis à la discipline du parti aussi. C'est une question. Absolument non. Absolument non. Les militants, quoi. Je crois que Louison peut en parler mieux que moi. Le préfet est une autorité administrative et comme toute autorité administrative, il n'est donc pas encadré. Il n'est pas tenu par la discipline ou l'autorité du parti. D'accord. La réponse a été donnée, chers téléspectateurs. Bonsoir à vous sur le plateau. Je partage entièrement l'opinion du docteur Rifou. On ne peut pas éliminer un candidat juste à cause de son patronyme. C'est Yves Abama, qui est un militant du RDPC également, qui intervient dans le cadre de ce programme de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Alors, le message, j'essaie de le retrouver, voilà. Je constate amèrement que le consultant s'est fait rare et absent sur ce plateau, comme il s'agit de parler du problème de la mairie de Banganté, qui est RDPC. Il n'a pas trouvé une occasion de vilipender un certain parti politique, puisque c'est son dada. Par contre, il pense également que le RDPC devrait pouvoir jouer franc jeu dans cette affaire. Dites au représentant du RDPC de porter véritablement les intérêts du peuple de Banganté, non de porter les aspirations de la haute hiérarchie du parti. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci pour les éclairages que vous nous donnez ce soir. Bonsoir à tous. Tout ceci est dû au trucage électoral et les conséquences de ce trucage et davantage les blocus observés pour l'élection du maire RDPC dans la commune de Banganté. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Alphonse Bibéré a été recalé parce que son nom par son frère ministre deux poids, deux mesures. C'est une autre contribution dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi le RDPC veut toujours imposer quelqu'un en parlant de la discipline du parti, laisser les gens voter librement, hein. C'est monsieur Abanda depuis Moulondo qui nous envoie son message. Docteur Rifou veut nous distraire. Le RDPC impose toujours la discipline du parti et ne doit pas primer sur le choix, ou alors sa discipline du parti ne doit pas primer sur le choix de la base. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Alors, qui doit alors voter dans les tout prochains jours à Banganté? On le sait, on l'a dit, ce sont les conseils municipaux principalement qui devraient voter. Bonsoir à tous sur le plateau. Monsieur Rifoué explique bien la situation, il la maîtrise. C'est d'ailleurs un militant du RDPC, on connaît comment ils le font. Bonsoir à vous sur le plateau. Pourquoi le préfet du RDPC a renvoyé les élections alors que le quorum était atteint et les candidats déclarés? C'est terminé désormais avec cette histoire de patronyme. Les BIA et les NIAT sont désormais derrière nous. Monsieur Tegué, qui nous décrit depuis un soir, c'est dans la ville de Yaoundé. Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que les enfants des personnalités comme monsieur Kamto Frundi, Ndam Joya et autres
ne doivent plus postuler à un poste électif dans ce pays. C'est Mohamed qui envoie son message. C'est une contribution aussi. Bonsoir, le représentant du RDPC, toujours dans l'ombre de lui-même, incapable de reconnaître le clientélisme au sein de son parti politique. Comment il peut oublier que lors des régionales dans le CAM, des candidatures d'un frère d'un ministre de la République avaient été rejetées parce que son frère, fut-il, est ministre de la République. N'appelez pas ce numéro de téléphone, envoyez-nous simplement votre SMS et nous nous ferons le plaisir de le lire dans le cadre de cette émission. Voilà quelques réactions que nous avons pu trier sur le volet pour vous permettre d'avoir une idée de ce que pensent les Camerounais autour de cette problématique. Il y a également pas mal de messages sur notre page Facebook, mais nous n'allons pas nous permettre de les lire ce soir. Merci à tous ces Camerounais qui continuent à nous envoyer leurs contributions. Au-delà de tout, on est en train de nous acheminer progressivement vers la fin de ce programme. Ce sera certainement le dernier tour de parole pour chacun d'entre vous, à peu près 3 minutes pour nous dire, au-delà des attentes aujourd'hui, les populations sont dans une perspective. Au-delà des perspectives des populations, il y a également la volonté du parti qui devrait être respectée d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, la mairie de Banganté devrait être soit à M. Erigat, soit à Mme Nana. Oui, bien entendu. On doit s'attendre à une autre candidature qui sortira de nulle part. Bien entendu. Et lorsque vous regardez tout le scénario qui se déroule, vous allez vous rendre compte que, et ça je suis tout à fait d'accord avec M. Mutunga, vous allez vous rendre compte que le président de la République va faire valoir l'autorité dont il dispose pour véritablement asseoir le premier choix qui a été fait, c'est-à-dire que celui de l'investiture d'Éric Nia. Parce que si ce n'est pas lui à la tête de ces mairies, je pense que le RDPC perdra de son épaisseur, d'une certaine épaisseur politique. C'est-à-dire qu'on comprendra qu'au sein de cette formation politique, il n'y a pas la démocratie, mais il y a peut-être la démocrature, et que les uns et les autres comprennent qu'à partir de là, les concepts tels que discipline du parti vont être des concepts à revoir ou à déconstruire, parce qu'on se rend bien compte que cette démocratie-là, au niveau de la base, commence à porter, j'allais dire, des signes de faiblesse ou des signes d'inefficacité. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, la base va il y aura, comment dire ça? C'est-à-dire que la culture démocratique va prendre un coup. Parce que les gens sauront désormais que le choix de la base peut à tout moment faire l'objet d'une retouche au sommet politique. Et ça peut donc déboucher sur comment dire, un manque de participation à la chose politique, un désintérêt pour la chose politique, et ça peut même créer différentes sortes de militantisme. Vous trouverez qu'il y aura des militants d'opportunisme, des militants qui seront là juste par leurs intérêts, il y aura des militants qui peuvent simplement se dire, ok, moi je ne milite que parce que je cherche une voie ou une issue pour devenir tel. Donc, il faudrait qu'on revoie tout cela, dire que la démocratie, c'est le choix de la majorité, et si la majorité a été portée sur Éric Ndiaye, par le principe d'abord de l'investiture à la base, je pense que, comme les autres l'ont dit, ils ont estimé que ça ne peut pas arriver jusqu'au président de la République, mais je dis non, il faut faire très attention, parce que quand vous regardez ce qui se passe, rien n'est exclu qu'à la prochaine convocation, il y a encore un blocage. Parce que je vous ai dit, on ne va pas rentrer sur des développements comment dire, substantiels sur la question, mais il y a trop de ficelles qui sont tirées de manière souterraine et qu'on ne peut pas évoquer ici parce que nous n'avons pas toutes les preuves tangibles. Mais disons tout simplement que quand vous regardez bien ce blocage en profondeur, il y a un malaise qui ne va pas. Il y a des gens qui, sous l'ombre, tirent les ficelles et qui ne permettront pas justement que cette commune vogue vers des lendemains meilleurs. Donc tout le souhait, c'est que cette commune ait son exécutif communal et que son conseil municipal, si vous voulez, les deux organes fonctionnent harmonieusement bien pour l'intérêt des populations. Il faut que les organes fonctionnent pour le bien-être des populations. Qui doit sauver la face de la mairie de Banganté aujourd'hui? Je pense que votre question m'amène à développer un concept qui est aujourd'hui en vogue sur le champ de la démocratie. C'est ce que certains théoriciens appellent la démocratie liquide. C'est-à-dire que cette démocratie rigide que nous avons connue
qui était effectivement basée sur la loi de la majorité. Aujourd'hui, cette majorité-là doit être prise avec d'autres éléments pour mieux comprendre ce qui se passe. Parce que parfois, cette majorité-là, c'est une majorité construite qui n'est pas toujours le reflet de la réalité de ce que les populations attendent. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement au RDPC que Banganté parle, c'est à toutes les formations politiques qui aspirent à gouverner à des niveaux différents. Parce que le militant d'il y a 20 ans, vous pouvez dire ce que vous voulez, n'est plus le militant que nous avons aujourd'hui en 2021. C'est-à-dire que le militant suiveur, le militant qui était accroché, passéiste, qui était accroché à la décision qui venait d'en haut, aujourd'hui ce n'est plus ce militant. Vous convenez avec moi aujourd'hui, quand vous avez un militant qui est enseignant d'université, vous ne le traitez pas comme la maman qui était militante il y a 30 ans, qui se limitait à gesticuler, à danser, et qui, le moment de l'élection, savait que sa voix était acquise à telle ou telle personne. Aujourd'hui, vous avez des militants qui comprennent pourquoi ils s'engagent en politique et qui se créent une carrière d'entrepreneur politique. Et donc, comme le docteur Rifo l'a dit, qui aspirent dans ce schéma d'entrepreneur politique à pouvoir gravir un certain nombre d'échelons et devenir, pourquoi pas, maire, député, sénateur, ainsi de suite. Et lorsque de telles personnes se rendent compte que le parti n'est pas toujours à même de pouvoir, par des mécanismes objectifs, leur permettre d'atteindre ces objectifs-là, vous créez de la dissidence à l'intérieur des formations politiques. Et donc aujourd'hui, il faut que les responsables des partis politiques intègrent aujourd'hui ce nouveau management de la ressource humaine que nous avons et qui doit, pour moi, acteur politique, amener aujourd'hui une sorte d'équilibre ou une sorte de rotation à des postes aussi importants que les postes de maire. C'est-à-dire que c'est de pouvoir partir sur des approches où il y a une configuration sociologique dans une commune où on se dit ce mandat a été porté par tel groupe, le prochain mandat est porté par tel groupe. Je crois que le professeur Ona, parlant d'une dévolution du pouvoir à un niveau plus élevé, avait développé une approche comme cela. Je crois que c'est des approches dans le fédéralisme communautaire que nous voulons mettre en place au niveau du PCLN qui peuvent permettre de gérer ce genre de tensions. Parce que quand vous avez des communautés hétérogènes à l'intérieur d'une commune, vous convenez avec moi que ce n'est pas toujours apprécié de ne voir qu'une seule communauté émerger sur la durée pour quelque chose qui est présenté comme un patrimoine de tout le monde. Et donc, il faut aujourd'hui repenser ces approches-là qui peuvent permettre donc de moins cristalliser la tension et de moins entretenir le climat agonistique que nous vivons à Banganté. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on vous le dise, à part le maire titulaire, les adjoints au maire n'ont pas de pouvoir de décision. Et ce qui peut expliquer pourquoi on a cette tension aujourd'hui, c'est généralement le cas par exemple avec le député titulaire, qui lui a tous les privilèges, a tout ce qui va avec, mais le suppléant, avec qui ils ont été élus dans la même liste, le suppléant n'est que suppléant, même le PINGS, il n'a pas de PINGS. Donc aujourd'hui, il va falloir que nos institutions évoluent pour pouvoir les adapter aux réalités de notre environnement. Si nous avons un gouvernement aujourd'hui de 60 ministres, c'est justement parce qu'il fallait faire participer le maximum de communautés au gâteau national. Et donc dans les logiques des communes, qui sont l'endroit où plusieurs communautés au sein d'un arrondissement se bousculent pour pouvoir avoir accès à ces logiques-là, il va falloir repenser, si possible, le modèle de gouvernance de l'exécutif communal pour donner plus de poids. Comme ça, le maire titulaire n'étant pas le seul à gérer, les maires adjoints ayant des pouvoirs plus ou moins importants, vous verrez certaines logiques conflictuelles aller de manière décrescendo. Moi, c'est un peu ça que je porte aujourd'hui, une refonte de nos institutions en intégrant notre socle anthropologique, notre socle sociologique et nos réalités locales. Alors, docteur Rifo, on va sortir avec vous sur la question. La mairie doit être sauvée aujourd'hui. La collectivité est en péril. Je ne veux pas être pessimiste tout de même. Mais on est aussi loin de pouvoir affirmer que d'ici la prochaine session, on soit sur la même longueur d'onde au niveau des conseils municipaux. Quel serait le message à envoyer à ces acteurs politiques pour ramener la sérénité, pour donner un maire à la collectivité et puis voir
cette mairie-là reprendre du poil de la bête comme toutes les autres mairies sur l'Assemblée triangle nationale? Je dirais simplement aux camarades conseillers municipaux de la ville de Baranté que l'esprit de consensus cher à notre président national doit prévaloir, ainsi que l'intérêt supérieur des populations qui les ont confié ce mandat-là, parce que c'est un mandat qui a été confié par les populations. Donc il ne faut pas que les ambitions des uns et des autres préjudicient aux intérêts de la population de Baranté. Il ne faut pas que les ambitions personnelles amènent les uns et les autres à sortir de la ligne qui est la nôtre au sein du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, je crois que les concertations qui ont lieu en ce moment permettront de sortir de là avec une élection qui se fasse de manière plus apaisée, sans qu'on assiste au pataquès que nous avons vécu lors des 2 séances avortées. Merci beaucoup à vous tous, messieurs, d'avoir contribué. On va pas continuer avec les SMS parce qu'ils sont encore plus nombreux que tout à l'heure, mais on va lire un dernier SMS si la technique le permet très rapidement. La discipline du parti est le signe du manque de maturité politique des pays africains. Sinon, l'intérêt des régions doit primer en les laissant choisir les candidats qui leur paraît aptes à développer leur région. Salutations au Dr Essomba pour sa pertinence chaque fois qu'on le trouve sur une émission. Ibrahim, depuis la ville de Maradi, c'est au Niger. Dans le cadre de cette émission, n'appelez pas sur mon téléphone, ne prenons pas d'appel chez téléspectateurs, nous prenons simplement des SMS. Et puis, pour sortir, quand Atouma Njoya remplace son mari Ndam Njoya, tout est normal, mais quand le fils Niat se porte candidat à la mairie, même pas au Sénat, ça devient un drame. Pourquoi ce 2 poids, 2 mesures? Monsieur Essomba à Yaoundé qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission. Juste ces 2 messages avant de mettre un terme à ce programme de ce soir. Merci encore à ces messieurs d'être venus. Le docteur Patrick Rifo du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le docteur Louison Essomba, universitaire, mais aussi le docteur Aristide Bitouga du PCRN. Mesdames, Messieurs, c'était tout au clair de ce lundi. Prenons langue. Rendez-vous ce mardi 21h, s'il plaît à Dieu. Une nouvelle thématique, de nouveaux invités. Bonsoir à toutes et à tous. Retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible.